Bonjour, je suis David Servenet et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui en chie avec la technique qu'il en peut plus, c'est l'horreur. Bonjour à vous et bienvenue dans notre émission qui a fait une passe faire car on a eu vraiment la guigne technique aujourd'hui, c'était assez la folie. Tellement la guigne que tu as un décalage temporel toi. Ah ouais. Bah je sais pas, à 21h je dis bonsoir mais bon. C'est vrai, bonsoir. C'est Thio qui vous disait bonsoir Thio. Bonsoir. Bonsoir. Ça c'est la voix suave de Tizak, bonsoir. Et tout va bien, la technique est enfin opérationnelle. Oui, surtout qu'on a une émission vachement chargée, on devait faire plein de choses avant de démarrer, mais on a surtout réparé des ordinateurs, qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons vous parler de plein de BD, et on va commencer d'abord par notre rubrique Express, où on va vous traiter très rapidement des séries, principalement de comics, ou bien de séries de BD qu'on suit, qui en sont au numéro 15, là c'est 5 pour le coup. On enchaînera avec nos chroniques habituelles, où nous allons vous parler de Amorostasia, de Deadline et du tome 4 de Long John Silver. Notre splash page sera consacrée à la revue dessinée et à papier. C'est le retour des revues de bande dessinée qui arrivent en librairie. Pour ce faire, nous aurons David Sévernet qui va nous parler de la revue dessinée. C'est un des cofondateurs de cette revue. On enchaînera avec une carte blanche à Com qui revient pour nous parler un peu de théorie de la bande dessinée qui s'intéressera à la définition de la bande dessinée. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit online où on va vous parler d'une bande dessinée numérique. Le docteur Tizak répondra à vos questions. Si vous êtes gentil. Et enfin, nous aurons fini notre émission. Un programme certes chargé, mais qu'on espère remplir au mieux. Et puis on va démarrer de suite avec l'Express. Ah, Thio a un truc à dire ? Non ? C'était un doute. C'est quelle émission qu'on enregistrera ? Je sais plus, la 86, je crois. C'est cela, la 86. D'accord. C'est bon alors. On enchaîne sur l'Express. Express. En Express, on commence à vous parler du Batman Saga numéro 16. La revue de Batman qui nous montre un gros crossover, le deuil de la famille, et pas un deuil dans la famille comme on s'était planté de dire la dernière fois. Un deuil dans la famille étant un vieil arc qui nous racontait la mort d'un des Robins. Le deuil de la famille s'intéresse au retour du Joker, et donc dans cette revue, nous avons le numéro 14 de la série Batman, le numéro 14 de la série Batgirl, le numéro 14 de la série Batwoman, le numéro 14 de Detective Comics, je vois qu'il y en a qui suivent. Et puis ensuite, Batman et Robin numéro 14. Tu me regardes pas de travers comme ça parce que je l'ai toujours pas eu moi. Donc, c'est pour ça que nous allons te faire plein de spoilers. Bon, je vais me faire un café moi. Le Joker est de retour. He's back. Il est encore plus fou qu'il ne l'était avant. Et en fait, il a décidé de s'en prendre à toute la Bat Family. Vas-y, c'est la Bat Family. Et donc, ils sont tous là, tous réunis. Et donc dans chacune des séries, on va voir comment est-ce qu'il s'en prend aux uns et aux autres. Sachant que, par exemple, quand il s'en prend à Barbara Gordon, qu'il avait déjà fortement attaqué, qui est Batgirl, elle a un petit stress de ses souvenirs il lui avait un peu cassé les pattes, quoi. Ah ouais, tu te présentes ça comme ça, toi. Elle était en fauteuil roulant, après. Ouais, non, mais il y a une façon de présenter les choses, quoi. C'est vrai. Qu'avez-vous pensé de ce Batman ? Enfin, qu'as-tu pensé, Thio, de ce Oui, Batman voilà, on va remettre les choses au singulier. Il est encore sur le cassage de pattes. Et par rapport à notre discussion tout à l'heure sur l'ouverture de porte. Bon, allez, vas-y, continue. Non, bien. Moi, je trouve que le Joker. Et ça, c'est de la critique Ça, c'est de la explosive, ça. Ouais, mais j'ai perdu le fil. Non, vraiment bien le Joker. Oui. Ouais, il fait peur. Voilà, il m'a fait un peu. Un peu pétard. Voilà, on retrouve vraiment un Joker, voilà, qui est vraiment. On sait pas où il veut aller, mais on sent bien qu'il y a un plan derrière. Putain, mais fais ton courrier des lecteurs, Tizak. Mais on sent bien, voilà, qu'il y a vraiment un plan derrière et qu'on va sans doute avoir encore d'autres choses encore qui vont arriver. Par contre, moi, le truc que j'ai pas compris, c'est comment est-ce qu'il connaît toutes les identités de tout le monde. Ah, ça, effectivement, ça reste un peu un mystère. Parce que c'est le truc, c'est que maintenant, il connaît toutes les identités de tout le monde et il peut s'en prendre à eux personnellement. C'est-à-dire que voilà, il attaque pas...
Il n'attaque pas le super-héros, il attaque directement la personne qu'il est, quoi. Donc il s'en prend à Alfred, il s'en prend au commissaire Gordon, il attaque fort, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il a eu un petit moment de pause Bah, en où il fait, a disparu de la circulation et où même Batman ne savait pas où est-ce qu'il avait disparu. Et on peut largement supposer que pendant cette période, il n'est pas resté à dormir ou à se faire un petit Scrabble, quoi. Il a dû mettre ce temps-là à profit pour avoir toutes ces infos. Il lui manquait une petite partie de son anatomie quand même pendant ce laps de temps. Il s'était fait arracher son visage et là maintenant il est cousu son visage sur lui-même. Oui, d'ailleurs, là sur les dessins, moi je trouve que c'est bien flippant comme ils sont trouvés pour lui faire tenir le visage. Par contre, du coup, tu te poses la question de savoir comment est-ce que la peau n'est pas morte. Mais oui. Mais c'est je crois les bouts de ficelle qui tiennent de bio, quoi. Ça y est. Non, les bouts de ficelle qui partent dans la bouche pour tenir le masque en lui-même, c'est pas mal. Urban Comics continue à faire un beau travail en publiant les tie-ins, c'est-à-dire les histoires courtes qu'il y a dans les volumes américains, qui souvent on oubliait un peu en France, ce qui permet surtout d'avoir des dessinateurs qui sont en général un peu plus lents et très talentueux. Par exemple, on a une histoire dessinée par Jock, qui est souvent fait des couvertures, et qui là, pour le coup, est vraiment magnifique, qui nous montre encore le Joker, vraiment en relation avec le pingouin, et c'est assez génial. Graphiquement, ça en jette. Globalement, tous les auteurs sont talentueux. J'ai un peu du mal avec les mecs comme Ed Benes qui fait un peu trop famille Topco, tu sais, Witchblade et compagnie. Il a du mal à s'en démarquer. Mais sinon, ça c'est la classe. Ça reste quand même assez homogène. Voilà. Quelque chose à rajouter ? Tizak, non, mais moi non plus. Si, moi je veux le dire. Marvel Knights, le numéro 10. Donc toujours la revue sur les justiciers urbains, dans lequel ils ont rajouté la série Thunderbolt. On se demandait un peu où ça allait partir, parce que le premier numéro nous présentait les Thunderbolt qui créent un peu leur équipe. Ouais. Et alors, ça part où ? À volo. Ouais, c'est pas fantastique. C'est vraiment pas fantastique. En plus, bon, je ne vais pas spoiler, mais il se passe des trucs, tu te dis, mais c'est tout simplement pas concevable. Voilà, page, je sais pas combien, Deadpool. Oui, non, enfin, voilà, globalement, les personnages, c'est un peu... Enfin, voilà, en fait, on a mis des personnages, il leur arrive des événements, mais on se dit, mais ça pourrait jamais leur arriver dans n'importe quel autre comics, quoi. Ouais, il n'y a pas trop d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt au niveau des personnages, parce que du coup, on les voit quasiment pas. Ils ne font rien. Oui. Toute l'équipe des Thunderbolts ne fait rien. Ouais, bah aussi, ils tuent des gens. C'est tout. Ouais, excuse-moi. Ouais, enfin bon, ils en ont tué un. Super. Non, enfin non, franchement, c'est bof. Très très bof. Heureusement, il y a d'autres séries comme Daredevil, que moi je trouve toujours aussi sympa. Mieux. Ouais. Voilà. Donc, un petit rappel quand même, c'est que Foggy a viré Matt du cabinet. D'avocat. Voilà. Ils sont plus ensemble et Matt, en fait, est en train d'essayer de chercher ce qu'il pourrait faire. Voilà. Et du coup, il fait des petits flashbacks pour se rappeler la première fois où il a vu Foggy, où il a aidé. On fait des petits retours en arrière. Et voilà. Et il sait pas trop où il en est exactement, le Matt. Il y a aussi le Punisher, le magnifique arc du Punisher, qui trouve sa conclusion. Donc le Punisher qui a une assistante qui veut se venger de son côté. Et donc toujours cette thématique de la vengeance qui est très proche du Punisher. Sauf que là, on a quelqu'un qui suit la même voie que le Punisher, c'est la Punisherette, entre guillemets. Et on voit que c'est pas si facile que ça d'être le Punisher. Franchement. Très bonne histoire. Ouais. Très bonne histoire, bien dessinée, beaucoup d'action. Et en même temps, voilà, des choix qui sont faits. Oui. Qui sont vraiment bien menés. Avec des personnages qui ont quand même un bon background, donc... Ça reste assez basique, mais c'est bien écrit. Non, c'est basique, mais bien écrit, efficace. Bien dessiné, efficace. Et enfin, Winter Soldier, qui est toujours dans son espionnage un peu barré, qui part dans tous les sens, avec la Veuve Noire, à qui on a refait le cerveau. Ouais, on lui a encore relavé le cerveau, elle a encore rechangé de camp. Et puis on croit qu'ils vont la sauver. Ça semble un peu facile, mais peut-être pas tant que ça en fin de compte quand on arrive à la fin de l'épisode. Ouais, mais je trouve qu'on est vraiment trop spectateur en fait. Ouais, t'as pas réussi à t'impliquer dedans. Ben non, dans le sens où les rebondissements arrivent au fur et à mesure, mais enfin voilà, on a rien qui te les. Enfin, en même temps, je vais certainement peut-être me dire que il faut. Enfin, c'est mieux comme ça que les rebondissements on les voit pas arriver, mais. Ouais.
Mais là, on n'a rien, on n'a aucun indice, on suit le truc, on te dit, ah oui, mais en fait, vous vous rappelez pas le labo machin qui était au fin fond de la Russie ouais, mais en fait, là-bas, il s'était passé ça. Ouais, mais enfin bon, si t'as pas lu l'histoire et que tu t'en souviens pas, ça a aucun intérêt. Ok, donc Marvel Knight numéro 10, un tome mitigé, mais qui pour la moitié des séries vaut le coup. Juste pour Daredevil et Punisher, surtout Punisher, c'est excellent. Ultimate Universe, le numéro 9. United We Stand, la suite du méga crossover où il y a eu les États-Unis qui sont partis dans une guerre civile, Captain America qui est devenu le président des États-Unis, et les 3 séries où on voit comment ça évolue. Dans Ultimate, on voit Captain America qui essaye de rassembler un peu les États-Unis. Ils rassemblent les États en fait. Parce qu'au début, ils ont été sympas, ils ont fait une petite carte pour dire tout ce qui se passe dans les États américains. Certains sont donc toujours unis. Et d'autres ont fait sécession, d'autres sont en pleine guerre civile. Enfin bon, c'est assez sympa. Ouais, plutôt cool. Donc du coup, le Captain America essaye de rassembler tout le monde contre l'armée de l'Hydra, en l'occurrence, qui essaye donc de... Je sais plus quelle ville. C'est dans l'Ohio, je crois, qu'ils essayent de prendre... Ou dans le Wisconsin. Enfin bon, un État. Un État de bouseux, je dirais, mais... Ah oui, c'est tous les États qu'on connaît pas, tu sais, quand c'est pas la Californie, la Floride, Californie. C'était le point chanson de Tizak. La Californie. C'est bon. Non, ça Ultimate X-Men. Donc là, on a Kitty Pryde qui essaie de, en fait, monter une résistance contre les tueurs de mutants, quoi, qui veulent. Les sentinelles. Les sentinelles qui veulent éclater ça et qui commencent à prendre les choses sérieusement en main et qui a une petite dialogue avec Captain America pour allez, on va essayer de se réunir ensemble, on va redevenir potes, tout va aller bien. Ouais, et c'est là en fait elle comprend que la guerre c'était bien, mais la politique c'est encore pire. Ouais, vachement bien écrit, bien dessiné, très bon arc. Je trouve plus intéressant au niveau dessin aussi que le Ultimate normal. Ouais. Parce que plus sombre, je trouve, pour moi, plus de contraste quoi dans le dessin, c'était plus sympathique. Et enfin. Ultimate Spider-Man. Et donc on a le petit jeune qui s'est retrouvé au milieu de la guerre civile. Et c'est un petit jeune qui s'en prend plein les gueules. Il se fait éjecter qu'il n'en peut plus. Il a combien, 14-15 ans? On a déjà dit la dernière fois, voilà. Bon, il se retrouve paumé dans le désert tout seul. Il est très content. Ouais, mais il y a Spider-Woman qui doit l'aider. Ouais, mais elle aime pas, il sait pas pourquoi lui elle aime pas. Ouais. Et donc c'est toujours fun, bien écrit, un petit peu plus léger que les 2 autres séries. Donc c'est un petit rafraîchissement sympathique au milieu de séries qui sont assez dures quand même, globalement. Voilà, c'est ça. Disons que c'est un peu, je dirais, la guerre vue par les yeux d'un enfant, quoi. Ouais. Lui, il le voit différemment. Il voit pas la lutte au niveau national. Lui, c'est il y a des méchants, faut que je les tape. Point. Oui. Il voit rien d'autre. C'est un mot, ouais. C'est un peu limite. Bon, bref, Ultimate Universe. Moi, j'aime bien. Ça se lit sympathiquement. C'est pas prise de tête. C'est bien écrit globalement. Une petite faiblesse toujours sur Ultimate que je trouve un peu moins bon que les 2 autres séries. Surtout qu'X-Men revient de loin et était vraiment pas terrible avant. Il revient de loin et devient plus intéressant. Ce qui est dommage, ça aurait été bien qu'ils arrivent à garder le même niveau sur toutes les séries et à augmenter celles qui étaient plus bas. Mais ils n'y arrivent pas pour l'instant. Voilà. Ralph Azam, le tome 5 de Lewis Trondheim. Bah tiens, là, Tizak l'a lu? Ouais. Yeah. Vas-y, parle-nous-en nous. Oui et non. Comment ça, oui et non? En fait, pour être tout à fait honnête, j'aurais dû relire un petit peu ce qui se passait avant et j'ai eu l'impression de débarquer un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans ce bazar et bon... j'ai eu beaucoup de mal à replonger dedans. Tu vois, de temps en temps, tu lis des trucs avec du temps qui a passé et c'est pas grave, tu replonges dedans tout de suite. Et là, j'ai eu un mal fou à me remettre dans l'histoire. Donc j'ai presque lu ça comme un one shot, quoi. Voilà, te replonger dedans parce que c'était très loin ou parce que du coup ça t'a pas du tout intéressé? C'était trop loin. J'ai vraiment eu du mal à m'y remettre. Et après, j'en avais gardé un très bon souvenir et alors voilà, je sais pas si c'est parce que j'étais déconnecté de la chose ou parce que ce tome-là m'a moins plu, mais voilà, j'ai pas plus adhéré que ça, quoi. Thio? Alors j'ai été, je crois, un des premiers à le lire. Alors j'avoue que c'est loin. Pour moi aussi, en fait. C'est pour ça que je me souviens bien, c'est la traversée en bateau. Ouais. Voilà, je vois tourner les pages, j'essaie de me rappeler. Je me raccrochais aussi au morceau.
Comme d'hab, il a un petit groupe maintenant avec lui au début, parce que Ralph Azam était un élu. Non, au début, il avait un grand groupe, et puis très rapidement, le groupe, nous partîmes 5000, et par un prompt renfort, nous finîmes à 3. Voilà, et puis il continue à essayer de lutter contre le grand méchant. Ah, ça y est, oui, je l'ai. Vas-y. C'est ça. Ça y est. Bon, du coup, il y a des révélations, quoi. Dans Oui, il y a des grosses révélations, avance. parce qu'ils sont allés voir donc le grand méchant de l'autre côté du... L'autre monde. De l'autre continent, enfin de Ouais. l'autre côté de la mer. Et ouais. Il ne faut pas spoiler, et c'est ça qui est pas évident. Parce que c'est un peu le cœur de l'histoire. Moi j'ai trouvé que c'était super intéressant en fait comme événement. Voilà. En fait, ce qui est difficile dans Ralph Azam, c'est que, et Lewis Trondheim le montre, c'est que là, la dernière page, c'est la page 238 d'un album de 46 pages. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour être lu comme une saga dans la continuité, et quand on a un trou entre les tomes, on se perd un peu. Moi, je me souviens avoir passé confirme. un très bon moment à le lire, avoir eu des surprises, des dialogues fun, le dessin et les couleurs Les événements avec sont les superbes. comment ça s'appelle, pas les vierges mais les oracles. Là. Oui, les oracles Très drôle. C'est très fun, les oracles. qui voient l'avenir, mais c'est toujours une Ouais, mais en interprétation fait, bâtarde. pas tout à fait pareil. Et puis, on apprend des trucs aussi sur les oracles à qui on a menti finalement. Hein. Enfin, Oui. Voilà. Donc, c'est un terme qui est riche en termes d'informations. Après, c'est vrai que j'ai eu du mal à le raccrocher au reste. Parce Bon, là, que on a mal fait notre taf, on aurait dû se remettre un peu dedans. Oui, voilà, il y a rien Mais- contre Trondheim. Ouais, hein, pour mais, le ouais, coup, mais dans tous les cas, on en a tous un bon souvenir. Oui, Oui. franchement, c'est une série qui vaut le coup d'être découverte et qui continue de façon très intéressante. Tome 5, en plus ça sort très régulièrement, c'est très sympa. C'est Ralph Azam de Lewis Trondheim avec des couleurs de Brigitte Findakli. Chez Dupuis. Randall Flagg nous fait savoir que notre fenêtre Tiny Chat est un peu petite et que donc il nous fera pas de dessin. Alors on est vachement triste. Parce qu'il peut pas nous mettre un joli dessin. Alors il faudra qu'on voit pour avoir des plus grandes fenêtres de Tiny Chat, parce que comme ça il nous fera des dessins. Et puis s'il nous fait un dessin, même si on le voit pas de suite, eh ben, on le mettra sur la page de l'article quand on le publiera. Un clin d'œil, wink wink. Wink, wink. Amorostasia. Wink, wink. Ouais, wink wink. C'est le bruit du clin d'œil. Je fais bien le bruit du clin d'œil. Ok. Ouais. Donc, Amorostasia de Cyril Bonin. chez Futuropolis. Eh bien, Tizak, tu vas nous faire le résumé? Voilà. Oui, donc Amorostasia. Non, pour faire simple, c'est une espèce de maladie qui commence à toucher les couples amoureux, ou même les personnes simplement amoureuses dans leur coin. Et elles se trouvent totalement figées. Sont-elles mortes? Non. Elles sont simplement en état de léthargie. Une sorte de statue. Et elles sont totalement statufiées. Et que s'est-il passé? D'où vient cette maladie? Inconnu bataillon. Les plus grands chercheurs, notamment français, bien sûr, Cocorico, se penchent. Les premiers événements arrivent à Paris. Hein. Voilà, ça commence en France. Même Parce que si je crois que si ensuite, c'était les Américains qui avaient écrit ça, ça serait passé aux États-Unis. bah, il n'y a pas de super slip. C'est vrai. Donc, les études piétinent lamentablement. Le chercheur en lui-même, en titre, tombe lui-même amoureux, donc se retrouve très vite Oui. figé. Dans la carbonite. Et ouais, c'est presque ça. Et bon, sauf heureusement pour lui, sa Chewbacca est un petit peu plus charmante quand même. Oui. Ah. Et l'enquêtrice principale, qui est aussi une Journaliste. une Journaliste. qui sait pas, parce qu'elle est avec quelqu'un, mais ils se sont pas transformés, donc tu se poses des questions. C'est ça. Est-ce qu'on s'aime en vrai? C'est ça. Est-ce qu'on Donc s'aime pas? ça pose des questions sur mais si on ne se fige pas, est-ce qu'on est vraiment amoureux? Est-ce que l'autre est amoureux? Ça remet pas mal de choses en question. Du coup, elle se fait pointer du doigt, bien sûr, puisque à cause d'elle, elle est assez charmante, cette jeune femme. Donc son partenaire de travail se fige en sa compagnie. Ce qui crée des tensions au travail. On lui colle un petit brassard parce que c'est du coup très à la mode. On met un petit brassard avec un cœur et non pas une croix gammée. Oh pardon, je l'ai dit. Une étoile. Ou une étoile aussi. Une étoile. Oui, dans le brassard, c'est Oui. avec la croix gammée. Oui. Mais bon. Et c'est un petit mix si tu veux entre les deux. Et donc le principe c'est de montrer, pointer du doigt les gens qui sont la cause, Qui sont peut-être dangereux, oui. et qui sont peut-être potentiellement dangereux pour les autres. Oh là là, il fait pas bon d'être beau ou charmant, séduisant, avec du bagou en ces temps de grandes maladies Voilà. qui se transforment en pandémie. Puisque l'air de rien, ça gagne du terrain, ça part en province, ça dépasse les frontières, etc. Donc c'est sur cette thématique inversée de l'amour, finalement. Il y a tout un tas d'autres questions qui sont soulevées. Et ça se lit à 200 à l'heure. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné.
La chute, on peut pas dire qu'elle soit totalement imprévisible, mais elle est très bien amenée. De toute façon, cette maladie, la maladie n'est qu'un prétexte pour parler du sentiment amoureux. Oui, clairement. Vraiment. Clairement. Ça va vraiment dans la série des autres bouquins de Cyril Bonin qu'on avait lu, où il va rajouter un petit élément fantastique. L'homme qui n'existait pas. Ouais. Et l'autre, j'ai oublié, qui était... on avait bien aimé aussi. Il y a un élément fantastique qui va révéler plus les Chambre obscure. Non, je crois pas. Les caractères les sentiments des personnages. Et c'est toujours amené avec une grande finesse, un dessin vraiment joli, très agréable. La belle image. La belle image, voilà. Qui est une adaptation, La belle image. De Marcel Aimé. Ouais. C'est ça. Donc au niveau du scénario, donc toi tu nous as déjà donné ton avis. Moi j'ai adoré. Très sympa. Très sympa, du coup, moi j'aime bien déjà son coup de crayon, et après au niveau des scénarios, c'est une petite nouvelle. Voilà, une nouvelle que tu lis rapidement, avec beaucoup de plaisir. Sinon rapidement, avec beaucoup de plaisir. C'est sur le petite nouvelle où je suis. Non, dans le sens, pour moi c'est vraiment une petite nouvelle. C'est une nouvelle, quoi. C'est une petite histoire que tu lis rapidement, tranquillement. Beaucoup de plaisir, avec en plus des personnages qui très rapidement prennent de la profondeur, sans pour autant avoir des tonnes de dialogues ou beaucoup de textes autour, mais voilà, ça c'est... Il arrive à créer tout prend forme vraiment avec peu de choses, je veux pas que ce soit péjoratif, mais tout prend forme vraiment rapidement et avec pas mal de profondeur. Au niveau du dessin, ça marche très bien en étant crayonné noir-blanc. Niveau de gris. Ouais. Niveau de gris, pardon. Voilà, c'est très efficace. Il y a beaucoup de plans rapprochés. On s'intéresse aux émotions. C'est le meilleur moyen de les montrer. On colle très bien la situation. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le non-dit, dans l'ambiance. Moi, le dessin sert très très bien le sujet. On est dans cette espèce de petite apesanteur là, ça marche très bien. Mais voilà, pour revenir sur ce que tu disais sur le côté nouvelle, on dépasse à mon sens le cadre simple de la nouvelle amoureuse ou du sentiment amoureux, parce que derrière il y a plein d'autres choses qui se jouent en trame, la société, la politique, la perception de l'autre, la mise à l'écart, la peur, voilà. Il n'y a pas simplement qu'une historiette ou une histoire d'amour qui traîne. Tu vois ? Ouais. Mais en même temps, une nouvelle peut aborder plein de sujets différents. C'est dur comme un format court pour raconter quelque chose. Oui. Même si là, il prend un peu de place. Moi, le dessin, j'ai trouvé toujours, il y a une élégance dans le trait, dans les personnages. Les personnages, qu'ils soient féminins ou masculins, sont vraiment charmants, plein de charme. Et c'est vrai que ça colle très bien avec l'histoire. En plus, ils s'amusent à mettre en scène des histoires d'amour simples aussi. Les petits vieux qui s'aiment, c'est qui exactement s'engueulent tout le temps. Le petit vieux, parce que sa mère est morte. Mais le petit vieux, par contre, moi, il me fait penser à du Miyazaki. C'est un petit côté, ouais. Alors, j'allais dire, le personnage principal, je la trouve très typée manga. Et pourtant, on a un graphisme très européen. Oui, mais je trouve que c'est un personnage qui colle très bien à une ambiance de manga. Et sur ce que tu disais aussi, le coup des petits vieux, il a un don, en l'espace de quelques pages, une petite histoire. Il arrive quand même à faire passer un sentiment sur ce truc qui existe en quelques cases. Cette femme toute seule dans son appartement qu'on rencontre en tout et pour tout, si on doit faire le compte, il doit y avoir 6 cases ou 5 cases avec elle. On s'attache un tout petit peu à cette nana qui avait l'air solitaire, qui était toute seule, la vieille célibataire, mais en fait elle est amoureuse. Et le simple fait de devenir statue montre qu'elle était amoureuse, qu'il y avait de la vie, qu'il y avait du sentiment, qu'il y avait un cœur qui battait sous cette nana toute seule, quoi. Voilà, il y a un vrai talent, je trouve, là derrière, à arriver à créer ce sentiment en très peu de cases sur un personnage qui est totalement secondaire. La question vache, est-ce que vous trouvez pas que le noir et blanc est un peu dommage quand on connaît le dessin lumineux, un peu solaire, les couleurs superbes que Cyril Bonin avait fait dans ses autres BD? Elle est tellement piège, j'ai mis un blanc là. À aucun moment ça m'a manqué la couleur. Alors que je me souviens, La belle image était en couleur. Ouais, la belle image était en couleur, mais l'homme qui n'existait pas, je crois qu'il est en noir et blanc. C'était en couleur aussi, il me semble. J'ai un souvenir de couleur. Ah, j'ai un doute, mais c'est vrai que l'amour en noir et blanc. Bah écoute, ça fait peut-être référence au film au vieux film, quoi. Ouais. Voilà, les vieux films en noir et blanc où
C'est vrai qu'il y a un côté un peu nostalgique, on sent pas trop la présence de la technologie, tout ça, alors qu'ils sont dans la recherche, un peu dans la science. Il y a un côté qui fait un peu intemporel. Non, contemporain, mais intemporel. Ouais, mais enfin, l'absence de couleur m'a pas choqué du tout. Voilà, donc un dessin très lumineux, très beau. À qui vous recommanderiez cette histoire? Tous les gens qui se posent des questions sur leur couple. Tous les gens qui se posent des questions sur leur couple. Bravo. Arrête de tuer les oreilles des gens. Ouais, mais c'est pour qu'ils comprennent que là, j'applaudis. Oui. J'applaudis, voilà. Enfin, après, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est beau, donc ça parle d'amour. Je pense que moi, je pense que voilà, c'est pour tous les chats qui sont seuls sur leur gouttière. Voilà. Pour les amoureux transis, tu l'offres à ta copine et tu bouges plus jusqu'à ce qu'elle ait fini de Oui, alors là, t'as un risque. Parce que du coup, si tu bouges, elle va te dire, voilà, tu m'aimes pas. Ah, tu m'aimes plus. Ouais, c'est vrai. Bon, très bel ouvrage, c'est chez Futuropolis, de Cyril Bonin, Amorostasia. Deadline, de Bollet et Rossi. Oh, ça, c'est pour Mathieu, ça. Chez Glénat. Un western. Pendant la guerre de sécession. Ouais. Enfin, après. Alors, Mathieu, fais-nous un petit résumé de cette histoire. Oh. Alors, c'est l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un mec. Donc voilà, il s'est retrouvé engagé volontaire pendant la guerre de sécession. Et du côté des méchants, ceux qui ont perdu. Ouais, alors ceux qui ont perdu sont forcément les méchants, on est d'accord. Donc, du côté des sudistes. Mais en l'occurrence, c'était quand même les méchants, même si ça avait gagné. Il s'est retrouvé donc à être, il était gardien de prisonnier. Et il a été le témoin de certaines atrocités. Voilà, qui vont lui donner l'envie de se venger après la guerre. Surtout qu'il va avoir une sorte de flash sur un des prisonniers. Ouais. Une sorte d'éveil. Voilà, un coup de foudre pour un des prisonniers. Et là, un prisonnier noir, un prisonnier du même sexe que lui. Ouais. Et donc ça devient un petit peu, comment dire, c'est pas évident à gérer. Hein. Je trouve très audacieux comme choix de sujet à traiter, parce que la guerre de sécession en tant que telle, c'est déjà un thème assez lourd. La vengeance post-guerre, c'est un thème déjà en soi assez lourd. Le racisme, c'est un thème assez lourd. L'homosexualité, en fonction de comment c'est traité, ça peut être un thème assez chargé également. Et là, on a tout ça qui est mélangé. Sans pour autant que l'un vienne phagocyter l'autre, et c'est juste beau et atroce à la fois. Voilà, on a ce soldat qui a finalement plus ou moins planté sa vie suite à ça, enfin pas plus ou moins d'ailleurs, qui a plus totalement planté sa vie, qui a jamais réussi à se reconstruire, et qui est hanté tout au long de sa vie par cet amour, ce coup de foudre, mais alors vraiment à tous les sens du terme, un coup de foudre. Il sait pas d'où ça lui vient, il a jamais réellement pensé à l'homosexualité, ça lui tombe dessus comme ça, en plus avec un prisonnier, alors que il est de l'autre côté de la barrière, en plus avec un homme de couleur, il est de l'autre côté de la barrière aussi, dans une Amérique qui se reconstruit, on peut pas vraiment dire que le racisme est totalement disparu avec la victoire du Nord par rapport au Sud, hein. Donc c'est loin de là. La thématique de la ligne. Et alors voilà, je voulais revenir quand même sur le titre, Deadline, qui est en fait une ligne totalement symbolique, puisque c'était du transport de prisonniers, donc on se doute bien qu'ils vont pas trimballer des cages de prisonniers vu la quantité de prisonniers qu'ils pouvaient avoir, donc c'était purement symbolique. Ils traçaient au sol une ligne et les prisonniers n'avaient absolument pas le droit de s'en approcher, et encore moins bien évidemment de la franchir, sous peine de se prendre une balle tout simplement. Donc d'où la Deadline. Et voilà, donc il y a cette distance physique qui est créée de manière totalement obligatoire entre ces deux personnes. Ce soldat qui ne peut pas s'approcher de cet être qu'il désire, mais qui l'intrigue tout autant qu'il le désire. C'est très beau, ça en fil tendu tout au long du bouquin. Voilà. Surtout que c'est construit sur un flashback, donc au début on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça commence où on voit le gars qui arrive dans la ville, scène de western classique. Qui commence à démonter la gueule de quelqu'un, quoi. On ne sait pas pourquoi. Bon, on est revenu sur le scénario, qui est vraiment bien foutu, jusqu'à sa chute. Ouais. Enfin, sa chute qui est un peu le début, on sait un peu où on va aller. Le dessin. Au-delà du dessin, c'est les couleurs. Oui. Voilà, c'est juste à tomber.
Voilà, on transcrit à chaque fois les sentiments de la scène. Au premier coup d'œil, on est dedans. Et les cadrages sont... c'est un film, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très cinématographique dans plein de cases. Même si les cases sont pas forcément très grandes, on plonge quand même très bien dedans. Puis alors, c'est très fouillé, c'est très détaillé. C'est vraiment... c'est un vrai régal, c'est une vraie recherche. On peut dire que c'est un travail très soigné. C'est super lumineux, en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est qu'on en prend vraiment plein la gueule au niveau de la lumière. Parce qu'il joue, enfin surtout sur les premières scènes. Enfin, après, il joue plus sur l'obscurité, mais encore, même dans l'obscurité, il joue sur les éclairs, sur tout ça. Sur les reflets dans les flaques d'eau aussi, dans les petits ruisseaux. Enfin, la lumière est toujours aveuglante, nous en jette plein la gueule. On sent un peu cette lourdeur, D'ailleurs, il joue beaucoup là-dessus en mettant peu de traits sur ses contours, en jouant vraiment sur... Bam. En fait, on a l'impression qu'il pose la lumière, en fait, pour faire ses dessins. Moi, j'ai trouvé ça superbe, même si parfois, on sent que ça manque un peu de précision du fait de jouer de cette lumière dans la façon dont sont dessinés les personnages. Ça m'a parfois un petit peu perturbé. Non, pas moi. Peut-être que aussi c'est le format. Peut-être que ça mériterait un format plus grand. Ouais, je vais te dire, je pense. Ouais. Enfin, déjà, de toute façon, quand il a dû le travailler, c'était en format plus grand, et c'était plus intéressant de l'avoir sur un grand format. Parce que ça fournit de détails. Hein. Ouais. Même quand tu vois sur les petites, enfin, comme tu disais tout à l'heure, hein, sur les petites cases, tu arrives à avoir des détails. C'est vraiment impressionnant. Donc bref, un excellent travail tant sur le scénario que sur le dessin. Et c'est pour qui ? Bonne question. Pour tous les gens que ça intéresse. mais très honnêtement, moi on avait vu une sorte de je crois 2-3 planches en preview, je sais plus, sur le site de Glénat ou quoi, et on avait dit que ça avait l'air pas mal. Ouais. Et Rose, enfin voilà, c'est vraiment je trouve une très bonne BD, bien menée, originale, sur le sujet, d'une part, enfin sur la période historique, et sur le sujet, la façon dont il est abordé. Je dirais un peu que c'est pour les fans de western décalé, parce que même si ça parle de la guerre, il y a un côté très western dans l'approche. Ouais, mais pas tant que ça western, parce que t'as pas de gunfight, t'as pas de... Ouais, mais décalé, tu vois, t'es vraiment, tu sens cette ambiance de western, d'ouest sauvage. Ouais, mais c'est pas le cow-boy, quoi. Bah, à la fin, si. Tout le reste de sa vie, c'est le solitaire, quoi. Le début, c'est vraiment le cow-boy solitaire qui arrive en ville et qui bute un mec, quoi. C'est ça. Il fait... c'est pas Clint Eastwood, quoi. Ouais, mais transpose-le dans une époque contemporaine, ça aurait été une espèce de vagabond. Oui, mais alors que dans cette époque-là, on est dans l'idéal du western. Non, je suis d'accord, mais c'est pas... Enfin, c'est dans le western, mais c'est pas le cow-boy solitaire avec son colt, quoi. C'est le mec qui va vivre de petits boulots à gauche à droite. C'est pas... Enfin, voilà, c'est pas un tueur. Il se peut qu'un beau jour, je me réveille enfin. Jusqu'à ce jour, je poursuis mon chemin. J'ai fait mon Tizak, c'est le vagabond, vous vous souvenez pas ? Le vagabond, la vache, oui, là, j'ai... Oh, merde! Je sais pas pourquoi ça m'est venu, t'as dit vagabond, j'ai pensé à ça. Ah non! Oh, Pierrick, merde! Voilà! Ouais, ça y est, la vague de nostalgie. Ouais. En plus, je chante moins bien que Tizak, désolé pour vos oreilles. Voilà, donc Deadline, un magnifique album chez Glénat. On passe à la suite. On va continuer dans le dessin qui en jette, avec le final de Long John Silver. Long John Silver. Par Xavier Dorison et Mathieu Laufray. On sait toujours pas comment ça se prononce. Hein. Tome 4. Laufray ? Non, d'Horizon. Ah, parce que Laufray, c'est facile, quoi. Ouais, c'est pas trop compliqué. Ça aurait été Laufray. Donc, c'est le tome 4. Guyana Capac. C'est dur. Thio, où en étions-nous dans cette magnifique bande dessinée ? Ça te remonte à loin pour toi. Je te sens perdu. Bah oui, parce que je vous ai passé la BD, il y a de ça. Wow, je l'ai récupéré, je l'ai rangé. Eh bien, ils sont voilà. En fait, on avait, alors, le nom, je ne l'ai plus. Voilà, je me ferai conspuer par les femmes. Viviane. Donc, un super résumé au début, il va nous le dire. Non, mais c'est Viviane Hastings. Voilà, cherchez le nom en fait. Donc, elle reçoit une lettre de son mari qui est parti chercher la cité, on va dire l'Eldorado en Amérique du Sud. Elle, en l'occurrence, est enceinte, mais pas de son mari.
Et donc son mari, voilà, qui envoie une missive pour qu'on lui envoie de l'aide, pour qu'il puisse revenir avec son trésor. Elle affrète un bateau sur lequel elle fait monter donc Long John Silver, le personnage de l'île au trésor. Après l'île au trésor. Après l'île au trésor. Et donc ils traversent les océans pour Avec aller le chercher avec le médecin. Avec qui le raconte médecin. ses histoires toujours. Et ils vont donc chercher le trésor. Alors ils étaient déjà arrivés donc en Amazonie, ils avaient déjà perdu leur bateau et ils se retrouvaient à peu près à marcher. En fait, dans le tome 3, ils avaient plus de bateau. Ils étaient en plein milieu de la jungle à chercher où aller. Et là, ils trouvent la cité de Guyana Capac. Ouais. Et ils se rendent compte que le mari de Viviane est devenu une sorte de gourou local qui veut buter tout le monde. C'est ça. Faire un sacrifice rituel. Faire un sacrifice rituel. Et qu'il n'y a pas d'or. Qu'il n'y a pas d'or et que ça a un petit côté un peu fantastique. Voilà. Et là, donc John, il est pas trop content parce qu'il a perdu beaucoup de ses hommes. Il a perdu quasiment tous ses hommes, il en reste pas un. Voilà, la bonne femme qui devait l'emmener vers la fortune, en fait, pas du tout. En plus, on essaye de le buter plus que de raison. Un peu les boules, quoi. Le buter plus que de raison. Oui. Pas mal. Oui. Non, mais ça marche. Ça marche. Jolie phrase. Ça marche. Oui, mais quelque part, il doit y avoir un trésor parce que la couverture nous le dit. Oui, la couverture, on voit. Mais non, mais on voit le Long John assis sur un trône avec des pièces d'or. Sur un trône avec toi. Oh la vache. Voilà, les gars, vous allez me faire tous les jingles pourris là. On attend que t'en retrouves. Mathieu, c'est à ton tour. Ouais, c'est à toi. Ouais. Bon, donc, ok. Allez, t'as l'île au trésor, tout ça. Vas-y, tu peux y aller. Il y a le dessin animé. Donc du coup, Guyana Capac, donc c'est la fin. Voilà. Non, c'est bon. Ouais. Une fin qui va pas être heureuse pour tout le monde. Déjà, il y a peu de personnages qui s'en sortent. Hein. Là, franchement, si d'un point de vue casting, ils font du ménage. Hein. Ouais, non, mais ils ont écrémé pour le tome 2. Enfin, oui. Pour la deuxième série. Oui. Un seul d'entre eux survivra. C'est Survivor, en fait. Mais moi, j'ai été un peu déçu par cette fin. Ouais. Par le côté, voilà, justement, un peu fantastique qui arrive sur la fin et qui pour moi, sort de nulle part, quoi. Ouais, pourtant, côté fantastique, il est pas franc, je veux dire, c'est des histoires de drogue, c'est des histoires de... Ouais, les personnages sont drogués, ils ont peut-être des allures, on sait pas trop. De culte pour un dieu un peu innommable, enfin... Moi, j'attendais, voilà, plus... j'étais plus l'île au trésor, quoi. Ouais. Plus la chasse au trésor du pirate, quoi, à l'ancienne. Et c'est vrai que là, j'ai été un peu surpris, un peu décontenancé, ça m'a pas follement emballé, on va dire, comme fin. Ok, donc toi, Isaac, tu ne l'as pas lu. T'avais lu les précédents ? Je l'ai pas eu, oui. T'as lu les précédents ? Ok, on va revenir sur le dessin. Là, je pense que... Ouais, ça met tout le monde d'accord. Hein. Ouais, on va pas être unique ce soir, mais on va dire que voilà, je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent dire que Mathieu Loffray dessine mal, quoi. Non, peu. C'est super fouillé, c'est très bien raconté. En plus, voilà, il gère bien son storytelling malgré des dessins assez fouillés, super dynamiques, qui en jettent un travail sur l'ancrage qui est très très fort. Je pense que ça passerait très bien en noir et blanc, en fait, même si les couleurs en rejettent un peu sur le côté. En plus, oui, il se fait plaisir avec des pages peintes. Sur des décors, sur des trucs comme ça, enfin il s'éclate avec des doubles pleines pages de la mort. Avec voilà, à faire du décor pour faire du décor, quoi. Avec plein de petits traits. Ouais, plein de petits traits qui envoient. Ouais, mais ça c'est parce qu'il devait être dans le TGV, il devait s'emmerder. Ouais, puis c'est facile de dessiner dans le TGV. C'est surtout toutes les marches là. Voilà, c'est pour ça avec un demi-quart de millimètre. C'est ça, il a fait 654 marches comme ça parce que c'est léché, quoi. Voilà. Ça, je suis sûr qu'en plus, des fois, t'as la double page et t'as des cases qui sont par-dessus. Je suis sûr qu'il a dessiné ce qu'il y a derrière les cases. Je ferai juste je reviens sur le chat, parce qu'on a Randall Flagg, quand même, qui est avec nous ce soir, qui s'amuse d'ailleurs à faire un petit dessin, et qui nous confirme que Mathieu Loffray est un dieu, tout en majuscule. Voilà, tout est dit. Voilà. Tous ces personnages ont une super gueule, et ça en jette. Donc un peu déçu par ce final. Moi j'ai trouvé que ça tenait bien la route, que c'était une belle réécriture, que le personnage de Long John Silver était super bien traité, il était charismatique, c'était une ordure quand même, hein, mais une belle ordure, quoi. Ouais, mais non, c'est une ordure, mais qui a des principes. Qui a des principes.
ouais, et là certains me diront oui, ce sont des principes qui ne vont que pour sa gueule. C'est pas faux non plus, mais je trouve qu'il il incarne quelque chose que moi je cherchais enfant dans les méchants, quoi, dans tous les personnages de pirates. Oui. Même si c'est un salaud qui parfois a des principes qui font qu'il est grand, quoi. Oui. Tu as donné un faux espoir à Randall Flagg en faisant croire qu'il allait avoir un deuxième cycle. Je crois pas qu'il y ait de deuxième cycle de prévu. Hein. Non, mais justement, c'était que c'est pas possible qu'il y ait un deuxième cycle, oui. vu que sinon on repart avec 2 personnages, quoi. Bah, c'est un peu ce qu'il a fait. Il a repris que 2 personnages de l'île au trésor. Hein. C'est vrai. Mais oui, non, un deuxième cycle, non, j'y crois pas trop. Je pense qu'il a très bien réussi sa suite. Je réutilise le mot apocryphe, j'aime bien ce mot. Apocryphe de l'île au trésor, et c'est classe. C'est pour qui? Tous ceux qui ont une âme d'enfant. Ouais, enfin d'enfant comme il vieillit. Oui, non, mais qui ont gardé leur âme d'enfant, donc voilà, c'est pas offrir à Kevin 6 ans, quoi. Ouais, pour les chercheurs de trésors. Ouais. Thio? Déjà pour tous les fans de l'île au trésor, même si la femme a pas séduite, quoi, c'est vraiment splendide. Ouais, c'est un beau voyage. C'est un beau voyage avec voilà, ça, là je sens que ça a traché sur le chat. C'est ça. Randall Flagg qui te traite de salaud. Bon, alors en fait on est tous englobés pour le coup, mais bon Mathieu, je suis désolé, je redirige un petit peu vers toi. Tu dois faut donner de faux espoirs. Non, mais l'ascenseur émotionnel, salaud. Ok. Non, vraiment 4 tomes sympas, une belle histoire. Juste, pour ajouter, je dirais que si vous êtes vraiment fan de Mathieu Loffray, il a sorti un artbook qui s'appelle Axis Mundi en 2013. J'ai pas eu l'occasion de me l'offrir parce que bon, mon portefeuille me dit non, mais pour l'avoir feuilleté en entier, longuement, Ouais, il y a quoi? Il y a ces vieux dessins, enfin ces dessins de travail dans le jeu vidéo, ouais, tout ça. Un petit peu de tout en fait, de tout, et c'est vraiment, c'est superbe. Voilà. C'est superbe, et en plus surtout c'est qu'il y a du détail puisqu'il explique comment est-ce qu'il travaille aussi. Ça oui, c'est super intéressant si on veut savoir. Voilà, c'est un beau making of. C'est vraiment un truc assez complet. Le artbook est disponible en ligne, nous dit Randall. D'accord. Et donc pour qui c'est, donc pour tous les fans de l'île au trésor, pour tous les fans de pirates, et oui. Et puis pour tous ceux qui ont envie de voyager. Ok. Eh bien, passons. Ah ouais, c'est écrit en majuscule, salaud. D'accord, écrit en majuscule. Ouais, c'est vrai. La revue dessinée, papier, bientôt Arg. On a aussi en ligne Professeur Cyclope et Mauvais Esprit. La bande dessinée revient de façon épisodique et en librairie. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce que ça avait un petit peu disparu. On était habitué à le voir dans les kiosques. Et c'est une approche très intéressante. Pour en savoir un peu plus, j'ai interviewé David Servenet de la revue dessinée, donc, qui va nous en dire un peu plus. Et on va, de ce pas, lui laisser la parole. On revient d'ici quelques minutes. Je suis avec David Servenet, cofondateur de la revue dessinée. Bonjour David. Bonjour. Tu es un cas un peu particulier car de l'équipe de la revue dessinée, tu es un journaliste, tu ne fais pas de bande dessinée. Non, pas du tout. Ouais. Comment est-ce qu'on se retrouve dans ce genre de projet sans être un auteur de BD? Alors en fait, moi j'ai rencontré l'équipe des fondateurs de la revue dessinée qui sont tous donc des gens qui viennent effectivement de la BD, puisque Franck Bourgeron est dessinateur, Chris Olivier Jouvray et Sylvain Ricard sont scénaristes, et Virginie Olanier elle est romancière. Et en fait, je les ai rencontrés grâce à Thomas Cadenne, donc le bien connu créateur de la série Les Autres gens, que j'avais croisé dans le cadre de mes activités professionnelles. Et puis un jour, Thomas me dit: tiens, est-ce que tu es au courant? Il y a un projet qui est en train de se monter, je pense que ça t'intéresserait parce que ça mêle la BD et l'information. Et moi, ça fait un certain temps en tant que journaliste, sans être un grand expert de la bande dessinée, mais que le média bande dessinée m'intéressait pour, dans l'idée finalement de pouvoir partager un peu plus largement mon savoir et notamment mes enquêtes, puisque moi je fais des enquêtes dans le journalisme. Et voilà. Et donc je suis allé les rencontrer, on a discuté, leur projet m'intéressait, et puis voilà, petit à petit on a commencé à travailler ensemble. On a d'abord fait un travail un peu
est pas très éditorial, mais qui est nécessaire quand on veut monter un projet comme ça, qui est de faire ce qu'on appelle une levée de fonds, c'est-à-dire trouver de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir assurer le financement de la revue. Ce qu'on a fait, donc, c'est une période qui a duré à peu près 6 mois, donc une bonne partie de l'année 2012, 6 bons mois. Et puis donc en décembre 2012, on a bouclé notre tour de table, comme on l'appelle, avec donc des investisseurs qui sont d'abord des collectionneurs de BD, des particuliers, qui ont un petit peu de sous comme ça à investir et qui chacun ont mis entre 5 et 20 000 euros dans le projet. Et puis le groupe Gallimard, via sa filiale Futuropolis, qui est entré à hauteur de 5% du capital de l'entreprise, parce que ils souhaitaient nous soutenir, notamment en raison de la proximité éditoriale qu'on avait par rapport à eux, puisqu'il y a un certain nombre des cofondateurs qui avaient déjà travaillé pour le label Futuro, et puis parce que ça les intéressait aussi d'avoir un pied un peu dans l'expérimentation, et notamment en matière numérique, sans le faire eux-mêmes. Voilà. Et donc pour toutes ces raisons, donc on a fait cette levée de fonds qui nous assure le contrôle de l'entreprise, puisque les cofondateurs, on a 82%, on conserve 82% du capital de la société, ce qui est important du point de vue de l'indépendance économique et éditoriale, et voilà. Et puis à partir de janvier 2013 de cette année, donc on a travaillé vraiment sur l'éditorial. On a mis là aussi 6 bons mois à sortir le numéro 1, voilà, qui est donc arrivé dans toutes les bonnes librairies début septembre, et puis qui marche pas mal. On pourra en reparler si ça t'intéresse. Oui, ça marche plutôt bien, j'ai eu l'impression. Il y a eu pas mal de changements parce j'avais rencontré donc Chris et Sylvain Ricard en janvier 2012 sur un peu les intentions qu'ils avaient à l'époque. Il y a eu pas mal de changements, notamment sur le rapport entre le numérique et le papier. Tel qu'il me le disait à la base, c'était une revue numérique et il y avait un recueil papier qui devait apparaître derrière. C'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est une revue papier et numérique qui sortent en parallèle. Pourquoi ce changement ? Alors, pour une raison très simple, c'est que quand on s'est penché sur les chiffres économiques de ce qu'on peut appeler le marché de l'édition d'une manière un peu large, on s'est retrouvé confronté à une réalité qui est assez simple, c'est qu'en fait en France le marché du numérique n'existe pas vraiment. Ça représente à peu près une part de 1,5% du marché total de l'édition, là où aux États-Unis le numérique pèse jusqu'à 20% maintenant du total. Au Royaume-Uni, on est plutôt dans les 15%. Mais en tout cas, il n'y avait pas de quoi, en l'état actuel des choses en tout cas, bâtir ce qu'on appelle un modèle économique viable uniquement sur le numérique. Et puis, à ça, s'est ajouté aussi une réflexion, j'allais dire un peu plus éditoriale, c'est-à-dire où on s'est dit, il est important que cette revue soit présente sur tous les supports, et finalement quand on réfléchit à ce qu'est le bon support pour la bande dessinée, le papier reste un objet qui est important, et donc on s'est dit on va essayer de faire dans sa version papier un bel objet. C'est un objet qui a une vraie valeur en tant qu'objet livre, donc qui se rapproche beaucoup plus du livre finalement que même de l'album d'une certaine manière. Et d'un autre côté, on a tenu quand même à tenir le cap du numérique, là aussi pour une raison simple, d'abord parce qu'on pense que plus les éditeurs sont en mesure d'offrir et de proposer des formats éditoriaux innovants et nouveaux, plus le marché se créera, parce qu'un marché, ça se crée à partir du moment où il y a une offre et une demande. Je pense qu'il y a en France aussi une vraie demande de la part des lecteurs sur le numérique, mais malheureusement, ça manque un peu d'offres. Et là intervient un autre facteur qui est celui du prix, puisque aujourd'hui, comme tu le sais, le numérique souffre quand même de la part du monde de l'édition, de prix qui sont pas tellement en rapport avec le coût de la production. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, on trouve des livres en numérique qui coûtent plus cher parfois que le livre de poche papier. Alors, compte tenu des habitudes, évidemment, la plupart des gens, ils ont le réflexe de se tourner vers le livre de poche papier plutôt que d'acheter le numérique. Et c'est là où on a un peu hésité, et puis en fait, en y réfléchissant, on s'est dit, du coup, ça a vraisemblablement un sens de proposer une revue papier sous la forme d'un bel objet qui soit vendu en librairie à 15 €, ce qui est le tarif à peu près de toutes les revues aujourd'hui, et pour 230 pages de bande dessinée, ce qui finalement, on nous dit aujourd'hui, c'est pas très cher pour ce que c'est, et donc sous
format de ce qui, en tout cas, est pour les gens plutôt un bel objet. Et puis, d'un autre côté, d'avoir le même contenu sur tablette dans l'Apple Store. Et là, dans une version beaucoup moins chère, puisque le coût est de 3,59 €, donc comparé aux 15 € du papier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en termes de coût de production, on a assumé l'idée que le modèle économique et la viabilité du modèle économique pouvaient aujourd'hui reposer sur le papier, donc sur la revue papier, et que du coup, le numérique viendrait un petit peu en bonus, en tout cas en termes économiques, et que si on prenait un positionnement de prix suffisamment bas, on allait pouvoir trouver des acheteurs que nous n'aurions pas de toute façon dans le papier. C'est-à-dire que notamment des jeunes qui sont plus habitués au format numérique, qui ont un peu moins de moyens, parce que c'est vrai que 15 €, même si c'est un bel objet, ça reste un prix quand même assez cher pour avoir de l'information. Voilà. Et donc là, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire. Et puis, il y a aussi tous ceux qui voudront éventuellement avoir les deux. Alors pour l'instant, c'est possible, on peut acheter les deux, mais séparément. Mais à terme, on envisage d'avoir comme ça ce qu'on appelle des bundles, c'est-à-dire des formules d'achat couplées, donc papier plus numérique. Oui, ça c'est très attendu parce qu'effectivement, je fais partie des investisseurs du projet en fait, c'était Ulule, je crois. Hein. Oui, Ulule, ouais. Ulule, voilà. Et c'est vrai que j'avais regretté qu'on puisse pas justement faire cette demande couplée. Bon, d'un autre côté, j'ai une tablette Android, donc j'aurais été déçu quand même. Oui. La ligne éditoriale, j'ai remarqué une forte alternance en fait entre les sujets traités de façon un peu plus légère et des sujets un peu plus graves. Il y a eu vraiment une recherche d'avoir cette alternance pour aérer un peu la lecture. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tous les sujets traités dans la revue sont des sujets sérieux dans le sens où ils sont sérieusement et journalistiquement validés. Voilà. Après, on se prend pas toujours au sérieux et je pense que les lecteurs pour l'instant ont l'air d'apprécier. C'est-à-dire que on se permet, par exemple, d'expliquer, je sais pas, ce que sont un certain nombre de courants culturels, par exemple, ou de parler de musique ou de sport, avec un ton un peu décalé, avec un peu d'humour, voilà, parce que aussi ces sujets peuvent s'y prêter. Et puis alors, effectivement, il y a aussi des enquêtes qui sont des enquêtes de fond sur le gaz de schiste, sur les réseaux, sur Internet, sur je sais pas moi, on va aborder pas mal de thématiques sur les pots de vin, par exemple, dans le monde agricole, et où là, on va avoir un ton beaucoup plus, j'allais dire académique, en tout cas conforme à une forme de prise de distance, qui est un peu plus traditionnelle dans la presse. Mais on aurait tort de ne pas utiliser en fait les qualités de la bande dessinée, de ce merveilleux vecteur dans tous ces registres. Et précisément, le ton un peu décalé et l'humour fait partie de l'univers de la bande dessinée. Et on peut très bien faire du sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est un petit peu le truc qu'on a voulu faire passer. Après, éditorialement, on aborde des sujets très différents, mais il y a une forme de cohérence dans tout ça. C'est que on ne souhaite pas dans la revue dessinée traiter de ce que moi j'appelle souvent les sujets un peu exotico-romanesques. Vous voyez, la belle histoire qui se déroule à l'autre bout du monde avec des gens formidables, mais qui forcément se termine par un drame parce que ces gens sont formidables, mais ils sont pris dans une mécanique infernale. Bon. On s'est dit que c'était pas forcément des sujets qui pouvaient nous attirer. En revanche, avoir des sujets qui concernent les gens aujourd'hui, qui peuvent éclairer leur quotidien, lever un certain nombre là encore de tabous, de non-dits, parce que il en reste pas mal dans nos sociétés, et commencer à faire ça au coin de la rue, ça c'est une démarche qui nous ressemble beaucoup plus. Voilà, et c'est pour ça qu'on tient à traiter de sujets qui sont souvent des sujets français, mais pas forcément franco-français, puisque ça peut aussi intéresser des gens à l'étranger. Voilà, mais c'est un peu la ligne directrice qu'on essaye de se fixer, en tout cas pour donner une certaine cohérence à l'ensemble. Voilà, je sais pas si tout ça apparaît très cohérent au lecteur, mais en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire. Au niveau de la distribution, on est vraiment dans la logique des MOOC, donc les mélanges entre magazines et livres.
alors que historiquement les revues de bande dessinée étaient du domaine du kiosque. C'est une volonté d'avoir une sorte de légitimité plus littéraire, ou c'est vraiment un choix de distribution réfléchi vis-à-vis peut-être de la disparition de la presse magazine? Oui, alors il y a deux raisons à cela. La première, c'est une raison économique parce qu'en fait, le système de distribution de la presse aujourd'hui en France est extrêmement cher, extrêmement onéreux, plus cher en tout cas que le réseau de distribution de la librairie. Donc ça, c'était une première raison. Et là encore, quand on commence une aventure comme ça, on est très contraint par une économie de start-up, hein, donc on n'a pas énormément de moyens. Et la deuxième raison, c'est une raison éditoriale qui est liée au fonctionnement aussi de ces points de vente, c'est-à-dire que la revue dessinée est une revue trimestrielle. Un kiosque peut difficilement conserver une revue pendant 3 mois. C'est un peu compliqué parce que précisément l'économie du kiosque, c'est de tourner sur la rotation la plus rapide possible. Donc voilà, alors que les libraires, eux, garder 3 mois et même plus, avec l'effet donc un peu de collection que peut avoir une revue, ça les dérange pas du tout, au contraire. Et on a d'ailleurs reçu un accueil excellent de la part des libraires, ce qui est très important pour nous parce que ce sont en quelque sorte nos premiers lecteurs et nos premiers vendeurs surtout. Et les libraires aiment beaucoup là aussi l'objet, le bel objet qu'est cette revue dessinée. Voilà, à la fois sur son format, sur le papier, enfin voilà, la mise en page, etc. Il y a quelque chose qui leur plaît. Tu as parlé du rapport avec les libraires, mais j'ai vu que vous réfléchissiez pas mal aussi au rapport avec les bibliothécaires. Oui, alors parce que quand on a préparé la revue, on s'est rendu compte que en discutant avec des responsables de CDI, notamment de centres de documentation et d'information, beaucoup nous ont dit il y a un phénomène qui est pas tellement pris en compte par la presse aujourd'hui, mais qui est bien réel, que eux observent depuis quelques années, c'est qu'en fait la lecture de la presse s'arrête à peu près à la fin du collège, c'est-à-dire à la césure entre le collège et le lycée. C'est-à-dire que pendant toute la période du collège, il y a une vraie presse aujourd'hui pour enfants, et des choses comme Mon Quotidien, enfin voilà, il y a une presse qui existe. Les jeunes lisent ça jusqu'en troisième, et puis quand ils passent en seconde, quand ils arrivent au lycée, ils décrochent beaucoup de la lecture de la presse. Et notamment, ils ne lisent plus du tout les quotidiens, alors qu'avant, il y avait quand même une lecture de la part des ados comme ça des quotidiens. Et là, ils nous ont dit, alors, quand on en parlait comme ça du projet, ça les intéressait beaucoup parce que eux savent bien que la BD, l'image dans cette génération est quelque chose d'important. Et donc, les responsables de CDI nous ont bien dit, il y a un vrai phénomène de décrochage vis-à-vis de la lecture de la presse, et donc votre revue, effectivement, dans la mesure où elle utilise l'image comme vecteur, comme ressource, peut les amener à se réintéresser à l'info. Voilà. Et du coup, très honnêtement, au départ, nous, on n'avait pas tellement pensé la revue comme ça, tout en ayant une vraie volonté de faire de la pédagogie de l'information. C'est-à-dire que c'est important aussi de pouvoir rendre accessible une information, on va dire, de forte valeur ajoutée, hein, c'est-à-dire que c'est pas l'eau tiède quotidienne qu'on entend partout sur les radios et sur les télés, donc via l'enquête, via le reportage ou le documentaire, et de rendre accessible cette information de forte valeur ajoutée, de la rendre accessible via la BD. Voilà. Et ça, c'est un projet qui a tout de suite remporté l'adhésion des bibliothécaires, des responsables de centres de documentation dans les lycées et les collèges. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, là, on commence à avoir un certain nombre de collèges, de bibliothèques qui s'abonnent à la revue parce que ils ont constaté que ça pouvait remplir et prendre une place qui est un peu inoccupée aujourd'hui. Je vais revenir un peu sur l'application. Donc l'application comporte un contenu supplémentaire, c'est-à-dire un contenu transmédia avec apparemment du son, de la vidéo. On retrouve aussi du contenu bonus, on va dire, sur le site. Est-ce que les contenus sont les mêmes ou est-ce qu'il y en a plus sur l'application ? Sur l'application, on retrouve l'ensemble du contenu qu'on trouve sur le papier, plus effectivement des vidéos, des sons, des photos en fonction des sujets dans toute la partie enrichie, et notamment dans cette petite rubrique qu'on
qu'on place à la fin de chaque histoire, qui s'appelle le En savoir plus et qui prolonge en fait l'enquête ou le reportage. Alors le site c'est encore un peu différent. Le site on a essayé de on expérimente un peu, mais on essaye de le concevoir comme une sorte de passerelle et de complément à la revue. C'est-à-dire qu'entre deux parutions, on s'est dit, il peut être intéressant pour nous et pour les lecteurs d'avoir une espèce d'espace de partage, où notamment, alors ils peuvent retrouver là aussi des documents afférents, enfin qui sont classés par dossier, qu'on a développés autour des enquêtes qui sont parues dans la revue et qui vont vraiment approfondir beaucoup l'enquête ou le reportage. Et puis aussi, on a commencé à développer du dessin de presse. 3 fois par semaine, on a un dessinateur qui nous croque un petit peu l'actualité, ce qu'on peut pas faire dans la revue parce qu'on est sur une rythmique trimestrielle et donc on est assez décalé par rapport à l'actualité. Et puis on a aussi un partenariat qui commence à prendre tournure de très bonne manière avec France Info, où on a créé un petit module qui s'appelle Trade Info, qu'on fait une fois tous les 15 jours, donc qui prend place sur notre site et sur le site de France Info, et qui est un module un peu expérimental où on essaie d'associer le son des reporters de France Info avec la vision d'un dessinateur sur un événement d'actualité. Donc là, par exemple, on a fait Étienne Monin, qui est reporter à France Info, est allé à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il a fait un reportage, il en est revenu et il a raconté à Benjamin Flao un peu quelle avait été son expérience, qu'il avait rencontré, ses difficultés pour travailler, etc. Comment ça se passe. Voilà. Et Benjamin, lui, a dessiné tout ça. Et puis à la fin, on est arrivé à concevoir un module qui mêle comme ça le son et l'image et le dessin et c'est vraiment intéressant parce que c'est très complémentaire. Moi-même je viens de la radio, donc j'y suis assez sensible et je crois on va arriver à faire des choses qui sont assez innovantes et assez nouvelles par rapport justement là encore aux outils que le numérique met à notre disposition. On va parler un peu argent. Donc il y a un projet Ulule qui a été un très très gros succès. 5 000 € demandés, 36 000 reçus. Ça fait donc 720% du financement demandé au départ. La revue, le premier tirage a été épuisé très rapidement, ce qui a amené un deuxième tirage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. T'as une idée des résultats au niveau de l'application ou faut attendre encore un peu? Non, pas encore. On en était... Non, pas encore. Non, très franchement, j'ai pas de chiffres pour l'instant à te donner parce que en fait, l'application a été validée avec un peu de retard par Apple, qu'il y a eu des bugs techniques, etc. Donc en fait, ça fait là, ça fait à peu près 20 jours maintenant, à peine 20 jours, et on n'a pas eu. Là, j'ai pas eu les derniers chiffres. Voilà, ça démarre doucement, on va dire, pour l'instant. Mais voilà, là pour l'instant, on n'a pas fait de bilan très précis. Voilà, ce qui on va attendre, et puis c'est pareil sur le papier, c'est toujours un peu, c'est compliqué d'avoir des chiffres exacts sur le papier. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement on s'est retrouvé en rupture de stock et donc il a fallu réimprimer parce que les libraires faisaient beaucoup de demandes de réassort comme ils disent, et recommandaient la revue. Voilà, mais là aussi il faudra qu'on attende en fait vraiment la première période des 3 mois pour faire un bilan vraiment complet, un peu exhaustif de ce succès ou semi-succès, enfin je sais pas, on verra. S'il n'y a pas trop de retour. On est pas trop mal parti en tout cas. Justement, donc c'est plutôt bien parti. Est-ce qu'il y a des investissements prévus? Est-ce qu'on va voir arriver cette application Android que j'attends avec impatience? Alors, peut-être un jour. Faut savoir que le choix qu'on a fait d'Apple n'est pas un choix, là encore, idéologique ou c'est un choix qui est assez pragmatique. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette petite machine équipe à peu près 80% des possesseurs de tablettes. Alors, je sais qu'Android gagne des parts de marché, mais voilà, pour l'instant, on pouvait pas miser. D'abord, on pouvait pas développer différents formats parce que économiquement on n'en avait pas les moyens, ça coûte quand même assez cher de faire une belle application, voilà. Donc là aussi on va être assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on va attendre d'abord de voir les résultats du numérique, parce que si on en vend, je sais pas moi, 500, on pourra pas trouver de modèle économique sur le numérique. Si on en vend 5000 ou 50 000, là on pourra envisager les choses différemment. Donc voilà, donc si ça commence à avoir une certaine ampleur,
On n'exclut pas du tout de développer d'autres formats sur d'autres supports, voilà. Mais on veut vraiment y aller à tâtons parce que, encore une fois, on est dans une économie qui est assez contrainte. On peut pas tout faire en même temps, donc voilà. Oui, et puis d'un point de vue pragmatique, les utilisateurs de tablettes Apple ont plus tendance à mettre la main au portefeuille que ceux qui utilisent des Android. On commence à avoir un foisonnement au niveau des revues. On a eu donc Professeur Cyclope qui arrivait exclusivement en numérique il y a quelques mois, alors qu'ils ont été annoncés à peu près en même temps que vous. Ouais. Il y a donc Papier qui est arrivé un peu par surprise dans cette rentrée, on l'attendait pas trop. Il y a aussi Arg qui arrive le mois prochain, donc beaucoup de revues, et celles qui sortent en papier ont toute la particularité d'arriver en librairie. Est-ce que tu penses qu'on est en train d'assister vraiment à un revival des années, je pense à Pilote, Métal Hurlant, etc. Je dirais oui et non, parce que je pense que la particularité, on en parlait l'autre jour avec Fabien Vellman, donc qui est un des piliers de Professeur Cyclope. Ce qui est bien, c'est que il y a un grand point commun entre toutes ces expériences, c'est que d'abord c'est à chaque fois des projets qui sont portés par des auteurs, ce qui correspond aussi à une tradition un peu historique dans le milieu de la BD. Les projets que tu mentionnais, Pilote, Métal Hurlant, À Suivre aussi, ça a été à chaque fois des projets portés par des auteurs. Ce qui est le cas là à nouveau des projets qui émergent là depuis une petite année maintenant. En même temps, là où c'est assez différent, c'est qu'on est tous les uns les autres sur des créneaux qui sont vraiment très différents. C'est-à-dire que Cyclope a une approche assez pointue et sur de la fiction. Mauvais Esprit fait donc du mauvais esprit comme son nom l'indique, et en étant plutôt là aussi dans de la fiction. Nous on a choisi un parti qui est quand même très différent puisqu'on se tourne vers l'information, et pour nous il n'est pas question de faire de la fiction. Voilà, et donc et ça c'est assez intéressant finalement parce que comme disait Fabien l'autre jour, on se regarde pas en chien de faïence, c'est-à-dire qu'on a de l'estime et du respect pour nos projets respectifs. En même temps, on sait bien que c'est compliqué d'arriver à trouver un équilibre à la fois éditorial mais aussi économique. Donc voilà, chacun a mis en place un peu ses solutions. On va bien voir comment tout cela évolue. J'allais dire que le meilleur gagne, mais c'est même pas tellement ça parce qu'en fait, je crois aussi d'une certaine manière, on s'adresse vraisemblablement à des lecteurs qui sont assez différents, en tout cas dans leurs attentes. Non pas que un lecteur de Professeur Cyclope puisse pas être un lecteur de la revue dessinée ou vice versa, mais je pense que la promesse éditoriale qui est faite est quand même assez différente, et je pense qu'à la sortie, les revues, les projets qui tireront un peu leur épingle du jeu seront les projets qui auront, parce que moi je reste convaincu, enfin en tout cas c'est une conviction qu'on partage à la revue dessinée, que le contenu est roi, comme disent les anglo-saxons. Il y a une conviction qu'on partage à la revue dessinée, c'est que le contenu est roi, et que donc vraisemblablement les projets qui tireront leur épingle du jeu seront ceux qui auront le plus misé sur le contenu dans leur spécificité, et qui du coup auront trouvé des lecteurs qui sont sensibles à ce contenu et qui sont prêts à l'acheter. Le prochain numéro de la revue dessinée, c'est en décembre. Vous avez combien de visibilité sur l'avenir ? Alors, là, on est en train de boucler le numéro 2. Le numéro 3 est quasiment intégralement composé, enfin, en tout cas, commandé. Voilà, on sait exactement ce qu'il va y avoir dedans. Là, on travaille sur les 4 et 5, qui sont en train de se faire petit à petit. Donc, on travaille à peu près à 6 mois d'avance, on va dire. Oui, à peu près. Un peu plus, même. Donc, tant que... là encore, tant que l'économie du projet permettra de continuer d'avancer, on avancera. Vous avez une montée des soumissions d'auteurs depuis la sortie du magazine ? Oui, on a à la fois. Alors c'est marrant parce qu'on
on a eu beaucoup de propositions depuis la sortie. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui attendaient de voir un peu ce que ça allait être comme objet. Et puis aussi, parce que c'est toujours compliqué. On est à la fois dans une position qui est très confortable dans la mesure où on peut refuser les projets, ce qui est un peu le privilège d'un éditeur, mais en même temps, ce qui est toujours difficile à faire. Et en même temps, on sent que parce que le numéro 1 est considéré par beaucoup d'auteurs, semble-t-il, comme quelque chose d'assez construit et complet. Et là encore, les auteurs trouvent que c'est un bel objet. On obtient plus facilement l'accord d'un certain nombre de personnes qui avant avaient tendance à être peut-être un peu plus distantes vis-à-vis de nous, mais on en est très heureux parce que on a envie d'attirer à la revue des dessinateurs confirmés ou moins confirmés, mais en tout cas qui sont tous talentueux, et voilà, pour que le meilleur de la BD puisse rejoindre le meilleur de l'info en quelque sorte. Vous avez déjà réussi à avoir Marion Montaigne. Chris disait qu'il allait devoir lui faire une cour appuyée pour réussir à la faire participer. Apparemment, c'est une réussite. Oui, il y a Marion, mais il y a aussi par exemple, on a été épatés par le travail qu'a fait Sébastien Vassan, qui a fait donc une enquête qui s'appelle le prix de la terre, sur les pots de vin dans le monde agricole. On a été épatés parce que il nous avait fait une première version qui était pas très satisfaisante. On lui a fait plein de remarques et derrière il nous a sorti un truc super. Et là, on s'est dit c'est chouette parce que on est en train de quelque part d'ouvrir un peu des horizons à des auteurs d'une certaine manière, et en même temps il nous apporte vachement. Et voilà. Et cet échange, ça a été un truc très, ça a été assez émouvant parce que voilà, il s'est vraiment passé quelque chose, quoi. Et je cite cette enquête parce que de la vie générale de l'ensemble de l'équipe, c'est celle qui correspond sans doute le mieux à ce qu'on a envie de faire et envie de promouvoir. Donc alors le travail de Marion, on en est aussi très content, c'est pas la question, mais voilà, on a aussi envie à la revue dessinée d'apporter des choses aux auteurs, de les emmener vers des univers vers lesquels ils seraient pas forcément allés spontanément. T'as un projet toi de ton côté? Oui, mais alors très peu. Enfin, nous, au sein de la revue, on a, en fait, nous, on ne va pas faire beaucoup de projets ou vraiment ponctuellement comme ça ou un beau coup par coup. D'abord parce que on n'a pas tellement le temps, et puis ensuite parce qu'aussi on a envie surtout que cette revue vive grâce aux auteurs et pas spécifiquement à nous. Voilà. Néanmoins, donc là, moi, dans le numéro 2, je propose une enquête sur un marchand d'armes que j'ai suivi pendant assez longtemps comme journaliste, et qui est une enquête dessinée par Cocor. Et tu verras le résultat, mais c'est très intéressant parce que Cocor ne connaissait rien au d'armes, et il a un dessin en plus qui est très très poétique, très onirique comme ça, mais l'alliage entre cette histoire qui est assez crue, assez cynique, et sa réserve d'imaginaire, ça fait quelque chose d'assez étonnant, je crois. Et moi, en tout cas, moi j'ai été très très content de cette collaboration parce que j'ai vraiment un peu découvert à cette occasion comment les ressources de la BD, qui parfois peuvent être comme ça très très poétiques, jouer beaucoup sur l'imaginaire, peuvent vraiment mettre en valeur le travail d'information que font les journalistes. Ok, j'ai hâte de voir ça parce que j'aime beaucoup Cocor aussi, donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, de le confronter au réel. Dès le 9 décembre, tu pourras voir ça. On a une petite question rituelle dans nos interviews. C'est quoi la dernière BD que tu as découverte, qui t'est marquée? Qui m'est marqué. Alors j'ai beaucoup aimé la BD le titre m'échappe, le bleu est une couleur chaude, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, de la BD qui a inspiré le film d'Abdelatif Kechiche, de Julie Marot, si je ne m'abuse. C'est bon. Voilà. J'ai trouvé que c'était une BD très belle, avec une grande sensibilité. Et puis plus récemment, là, j'ai beaucoup aimé la vie des hommes de Zepp. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé qu'il y avait un propos vraiment intéressant, et c'est toujours assez courageux, je trouve, de la part d'un auteur d'aller vers quelque chose de très différent de ce qu'il a fait avant. Je pense que c'est pas facile quand on est un créateur, et j'ai été plutôt assez séduit par cet album. Nous revoilà. On espère que vous avez apprécié cette longue interview, un peu longue peut-être, mais vraiment très intéressante. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer.
Et vous avez eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir à l'écouter. Vous étiez captivé. Oui, trop bien. Oh, ça y est, il fait sa tête de cochon. Non, c'était une blague. Non, c'était intéressant. En même temps, du coup, je feuilletais la revue dessinée en même temps qu'il en parlait, c'était pas mal. Donc, la revue dessinée, une revue trimestrielle, disponible en librairie, qui est une revue de reportages, documentaires, en bande dessinée. Alors, ça, pour ceux qui connaissent, ça fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait avoir dans la revue qui s'appelle 21, qui est une revue de reportages qu'on peut trouver aussi en librairie, et qui donnait une petite part tout le temps au reportage en bande dessinée. Et là, on n'a que ça. Alors, c'est très varié, on a beaucoup de sujets très différents, et c'est assez dur à résumer parce que vraiment, c'est très 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 vaste. Pour résumer la chose, je dirais que ça ressemble un petit peu à l'émission Dans l'œil du cyclone, ou ce genre d'émissions qui ont pu être diffusées sur Canal, ou l'effet papillon, ce genre de choses, où on est vraiment dans de l'enquête. On va essayer de bousculer, de pousser un petit peu les portes pour éviter d'avoir trop de langue de bois. On a un petit peu les coulisses des situations qui sont choisies, et pour le coup, les situations choisies sont vraiment très diverses. On en a déjà un petit peu parlé là dans l'interview, mais on va aussi bien du futur agriculteur en devenir qui galère comme un fou furieux parce qu'il y a des pots de vin dans tous les coins. Oui, c'est assez impressionnant. On découvre des choses qui sont à notre porte, quoi. C'est ça, qui sont à notre porte. Et à côté de ça, on va parler des gaz de schiste et de l'histoire des gaz de schiste dans l'industrie américaine. Enfin, voilà, on est sur un truc géopolitiquement parlant beaucoup plus important. Plus le gars qui découvre le skate. Plus le gars qui découvre le skate. L'histoire de Moondog, un artiste qui a l'air hallucinant. Exactement. Ça donne envie de creuser. Un truc sur la marine nationale, donc qui pourrait être une espèce de sujet bateau de reportage. Un sujet bateau, vas-y, continue. Ouais, je sais, je fais de l'humour. Et voilà, bref, c'est très varié. Pour autant, tout est très bien traité. J'ai pas trouvé quelque chose particulièrement en dessous. Alors bon. Après, en termes de goût personnel, le truc sur le skate m'a pas vraiment touché, mais ça veut pas dire que l'article était mauvais en soi, c'est juste que la thématique me touchait moins. Mais tout le reste des sujets, qui sont des sujets plutôt d'actualité ou des sujets de société, sont extrêmement bien traités. Et pour le coup, on pourrait se demander à quoi sert le fait de le faire en bande dessinée. Ben, moi, j'ai trouvé que ça allège un petit peu le sujet, ça facilite sa compréhension. On évite un trop plein de lassitude à lire un article dans l'Express, Nouvel Obs ou un truc comme ça, où ça peut être parfois fastidieux. Moi, j'ai vraiment beaucoup adhéré à ce principe-là. Et ça manque pourtant pas de fond, parce que franchement, oui, clairement, y a de la lecture, quoi. Hein. C'est une revue on passe un petit moment dessus pour arriver au bout, mais ça va vite. On se prend en jeu. Complètement. Thio ? Oui. C'était quoi ce blanc, Thio ? Non, mais j'ai rien de plus à rajouter. Je crois que c'est un bon magazine de documentaire. Voilà. Intéressant, avec des sujets en plus qui sont vraiment très différents. Voilà, sur plein de sujets, et du coup, on ne s'ennuie pas. Oui, et puis voilà, ils arrivent à varier sur des sujets, ce que je disais dans l'interview, qui sont vraiment assez durs, quoi, avec des trucs légers. Enfin, la ménagerie par Marion Montaigne, c'est drôle. Et même des sujets durs traités avec humour. Le truc d'économie, bon, j'ai eu du mal sur celui-là à tout comprendre, mais c'était super sympa. C'est très intéressant. Moi, ça m'a fait vraiment penser à David B. Hein. Enfin, on est sur dans la même lignée, hein, puisqu'ils avaient travaillé ensemble. C'est vraiment très intéressant. Autre point positif, je trouve, là-dessus, c'est que les sujets vont être suivis. Oui, certains sont en plusieurs volets, donc vont se faire en 2 volets, voire 3 volets. C'est vraiment, je trouve que pour l'instant, en tout cas en plus pour un premier numéro, c'est plutôt un sans faute à mon sens. Oui, et puis vu ce qu'ils annoncent pour le second, Emmanuel Lepage à Fukushima, Kokor, qui est un artiste tout en poésie, on l'avait interviewé à Décalant que des bulles, donc qui lui va nous faire un truc sur les marchands d'armes. Pour moi, c'est 2 univers radicalement différents. Ouais. Voilà, et puis c'est vraiment un beau bouquin. Parce qu'il y a un travail sur, déjà la couverture avec les rabats qui se déplient, qui est magnifique. Et puis c'est une bonne idée. Enfin, dans plein de revues, on se casse les nénettes à devoir plier la revue, on torche la revue parce que justement, en même temps c'est une revue, c'est pas censé être conservé non plus en 7 ans, mais là on a les rabats directement intégrés, ce qui nous permet de servir de marque-page. Je trouve encore une fois que pour un premier numéro, c'est extrêmement bien pensé. Il y a vraiment, c'est un sans faute, quoi.
Thio ? Je suis du même avis là. Franchement, rien à rajouter. Non, c'était. Je l'ai lu très rapidement, avec beaucoup de plaisir, et vivement le numéro 2. Et même le tarif... 15 € est vraiment raisonnable, quoi. Ouais, 15 € pour ce genre de prestations, je trouve ça... Format comique, un peu plus petit, je crois, tout en couleur. De belle qualité, beau papier, du contenu de qualité. Voilà, il y a 4 numéros par an, ça fait un petit abonnement à 60 €. Voilà quoi, et 5 € si par mois, doute, les enfants... Si jamais on doute et qu'on a un iPad au prix de la version iPad, franchement, je trouve ça très très fort justement d'avoir proposé un truc, pour le coup, qui est vraiment pas cher par rapport à la revue et qui en plus propose un contenu un peu plus avancé. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé aussi les petites pages qui nous proposent d'aller plus loin. En nous ramenant sur des liens vers d'autres sites, des petites infos supplémentaires. C'est très didactique, c'est très pédagogique ça. Ouais. Et franchement, moi c'est un truc. Puis j'ai appris plein de trucs, quoi. Ah oui, clairement. J'ai appris beaucoup de choses. Et sans se prendre la tête, sans que ce soit lassant. Et puis en plus, je trouve qu'il y a un côté sur le point de vue, par exemple sur les gaz de schiste. C'est pas aussi alarmiste que peut l'être tout ce qu'on peut entendre à gauche à droite. Je trouve qu'il y a un côté didactique parce que c'est vraiment une histoire de l'exploitation des gaz de schiste et ils vont chercher un peu sur tous les points de vue. Ils essaient de rester neutres, sauf à la fin où effectivement, c'est là qu'on a un petit peu plus de vraies informations. Mais sinon, le traitement reste assez neutre. Pas de vrai. C'est qu'on a des informations récentes. Oui. Puis on risque d'avoir un deuxième chapitre un peu plus peut-être critique. Oui, non, ça c'est possible, mais en tout cas pour l'instant les traitements restent relativement neutres. On n'a pas de parti pris spécifique, puis c'est vrai qu'on manque de recul, nous de notre point de vue de petits Français sur les gaz de schiste, on n'a pas le vécu des Américains là-dessus, ni les investissements qui ont été fournis, ni les retombées du coup écologiques et autres. Donc on voit les choses de manière peut-être un petit peu plus distanciée que l'Américain moyen qui le vit, quoi. Ouais, surtout qu'ils l'ont vécu et que ceux qui le vivent, ils te disent qu'a priori c'est quand même une belle merde, quoi. Ah oui, non, mais clairement, c'est pour ça que je dis, le traitement relativement neutre du sujet vient aussi peut-être du fait qu'on n'est pas directement le nez dans le caca, quoi. Tiens, pour montrer un truc étrange, ils avaient fait un épisode des experts sur les gaz de schiste qui était assez critique. Oui, dans les experts, des fois, ils se permettent des choses un peu. Les experts, ça mais balance. Lesquels Las Vegas. Ceux qui sont un peu couillus, tu vois. En même temps, les experts à New York, à Manhattan, avec des gaz de schiste, ça va vite partir en couille, quand même. En tout cas, moi, je m'étais La statue de la liberté est un peu en travers ce matin. On l'appelle la statue de Pise, maintenant. Je m'étais préabonné, donc je vais recevoir les prochains numéros et on vous en reparlera. Autre revue un peu plus légère, beaucoup plus légère sur le ton, c'est Papier. Alors là, le point de vue de Lewis Trondheim et Yannick Lejeune qui ont... Sur le poids aussi. Oui, qui ont lancé le projet, c'était de se dire, nous on va aller à l'encontre de tout ce qui se fait, plutôt que de faire un truc basé sur le web, on va prendre plein d'auteurs qui sont un peu sur le web aussi, et on va les publier dans une revue que sur le papier. D'ailleurs, ils ont même pas de site web. Faire des recherches sur la revue est très difficile. Taper papier dans un moteur de recherche, vous allez voir, c'est difficile de tomber dessus. Et donc là, c'est une revue de fiction, d'autofiction, qui va suivre un peu un thème. Alors il y a vraiment aucun éditorial, c'est que des histoires et basta. Il y a un format manga sur un papier très léger, vraiment. Là franchement, on sent que niveau qualitatif entre guillemets, le but c'est de faire le truc le plus pratique à transporter, le plus rapide à lire. On est sur l'essence même du manga, le bouquin qu'on laisse traîner et que tout le monde va pouvoir feuilleter. Et sur un choix en noir et blanc. Alors pour le coup, je trouve que c'est peut-être un peu cher, c'est 9,90 € je crois, ou 9 €. DE10. Ouais, c'est 9,90 € chez Delcourt. Hein, c'est 9,90 €. Et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un petit peu cher, surtout quand on a eu la revue dessinée en face, quoi. Par contre, au niveau du contenu, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a un thème que les auteurs sont pas obligés de suivre, mais qu'apparemment ils ont tous suivi. Oui, alors après, voilà, ça c'est pas forcément toujours aussi évident d'une production à l'autre. Et il n'est pas en plus dit, nulle part, c'est écrit, attention, le thème de l'épisode, ça va être ça. Là, c'était Un animal est mort. Et on se retrouve avec plein d'histoires d'auteurs très variés, européens, belges, il y a des américains aussi, apparemment ils ont prévu d'avoir des japonais à venir, dans des styles graphiques très variés, et il y a vraiment des petites perles dedans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette... Bastien Vives. Bastien Vives, vas-y, explique-nous.
voilà, j'aime de plus en plus son traitement graphique. Là, c'est une histoire animalière où on suit des animaux qui trouvent un bébé. Histoire animalière un peu au livre de la jungle. Ouais, c'est un petit croisement entre le livre de la jungle et plein d'autres choses, quoi. Et voilà, le traitement graphique me botte à fond. Et honnêtement, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de. Croisement avec le livre de la jungle. Oui, non, mais c'est clairement le livre de la jungle. Il y a Bagarre et Balou déjà qui ont récupéré Mowgli. Il n'y a pas que le livre de la jungle dedans. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de rentrer là-dedans. Parce que cette première histoire reste relativement pauvre en texte, pauvre en termes de quantité, mais justement ça permet de s'apaiser, on se met dans l'état d'esprit, je trouve, pour accéder à la suite. Et c'est un choix judicieux, je pense, de commencer par là. Et puis l'organisation des différentes histoires et du choix des auteurs est bien foutu. Après, moi j'ai beaucoup aimé le choix de traiter ça en noir et blanc. Oui. J'aurais pas particulièrement apprécié de voir ça, surtout que ça reste un petit format. Je vois pas forcément bien l'intérêt d'avoir de la couleur là-dedans. C'est très agréable à lire. Le choix du noir et blanc, encore une fois, ça permet aussi aux auteurs peut-être d'aller à l'essentiel. C'est très agréable à lire. C'est pas du travail bâclé, loin s'en faut. Je trouve qu'il y a un petit décalage entre la qualité du papier, la qualité du produit et le contenu. Ça fait assez bizarre, tu vois, de tomber sur ces pages-là. Quelle page Le Général Lapin de Jennifer Meyer. Qui est magnifique, voilà. Ouais. C'est juste génial. splendide. C'est celle qui t'a le plus marqué, toi? Ouais. Graphiquement, moi je trouve que ça me faisait penser un peu à la garde, avec les Légende de la garde. Légende de la garde. Ouais. C'est juste magnifique en termes de traitement graphique, alors qu'on est sur un truc papier torche chiffon carpette, quoi. Moi, j'ai bien aimé l'histoire du détective qui a pas de tête, là, que j'ai trouvé un peu débile et assez drôle. Ouais. Voilà, très décalé. Très décalé, ouais. Surtout quand il dit à la femme, alors, tu m'as menti? Bah oui, je t'ai menti. Oui, non, c'est assez décalé. Voilà, ça fait très, très expert, justement, là aussi, tu vois. C'est, le mec, il arrive, il fait, je sais que c'est toi le coupable. Et là, de suite, il avoue. Oui, c'est moi. Ouais, c'est trop fort. Ouais, mais il a claqué un critique en charisme. Voilà. Et ça n'empêche pas d'avoir des histoires un peu plus intimistes, comme celle de Florence Dupré-Latour, qui nous raconte un peu sa jeunesse. C'est un peu, limite un peu dérangeante, cette histoire, quand même. Un peu dur, ouais. Hein. Laquelle, pardon? Celle avec son chien. Ou sa chaîne. Celle Klebs. Ouais. Ouais. Alors, celle-là, Ouais. Tu vois, en fait, elle nous raconte sa relation avec son chien qui a évolué. Ouais, ou alors tu peux aller voir un psy aussi. C'est le choix. Ça peut paraître totalement banal. Et enfin, il y a une puissance sur le fond qui dépasse un petit peu l'entendement de ce à quoi on peut s'attendre dès le départ. Waouh, voilà. Disons que tu as certaines histoires qui sont traitées de manière assez légère et d'autres qui sont traitées. Mais ça démarre de manière très légère. Hein. Ah oui. Coucou, on est dans la campagne, on est des bobos, on a un chien. Coucou, c'est le kiki. Ça dure une page. La page suivante, déjà de suite t'es rentré dans le vif du sujet. Et après, prends ça dans ta face. Donc, dans papier, vous avez Jérôme Onfray, Jean Bourguignon, Guy Delisle, Florence Dupré-Latour, Dylan Mekonis, Jennifer L. Meyer, Grégory Panuccione, Hello Ster, Valérie Strandheim, Bastien Vives. Quand même Ouais, voilà, il y a un petit casting, quoi. Un beau casting. Voilà, un truc vraiment intéressant. Question, ça paraît tous les combien? Ça va être du trimestriel aussi. D'accord. Voilà. Alors par contre, ils sont tous choisis le même mois pour sortir, ce qui fait que... Ça, c'est ballot. C'est un peu ballot, tu vas avoir toutes les revues qui vont sortir en même temps. Sauf que, pour revenir sur les revues, il y en a d'autres qui sont prévues. Il y a Arg, qui va paraître le mois prochain. Qu'est-ce que c'est Arg? Alors Arg, c'est aussi une revue quasiment que de bande dessinée, va aussi avoir un peu de culture dedans, mais qui a l'air d'être beaucoup plus dans les cultures underground, dans la bande dessinée un peu plus trash, un peu plus violente. Ça a l'air d'être aussi, en tout cas de ce que j'ai pu en voir sur internet, un bel ouvrage. En tout cas, ça promet quelque chose de bien sympa. Donc moi, la question que je me pose, c'est ces revues qui paraissent en librairie, est-ce que ça va marcher? En tout cas, je le souhaite. Pour la revue dessinée, ça semble bien parti. J'espère que papier, ça va suivre aussi. Les autres revues qui arrivent, disons que c'est d'un coup, on n'avait rien, d'un coup, il y a plein de choses.
Et là se pose la question de savoir est-ce que tout le monde va survivre et lesquels. Est-ce que ça fait pas un peu trop d'un coup? Mais bon, c'est le problème. Une bonne idée reste une bonne idée, voilà, mais chacun après trouvera sa place, hein, Mais c'est vrai qu'après ils ont tous une approche vraiment très différente. Ouais. On va pas pouvoir. Ils se marchent pas de l'un sur l'autre. Après, c'est vrai que c'est peut-être un problème de calendrier. C'est juste dommage que ça tombe pile poil ensemble, quoi. Voilà. Alors après, je pense pas que ce le soit, mais c'est vrai que le fait que, alors que des auteurs lancent leur propre projet dès le cours, alors même si c'est un auteur qui est derrière, lance son projet en même temps, ça donne un côté qui est peut-être pas volontaire, mais un peu opportuniste de vouloir se lancer sur le créneau derrière. Voilà, mais là c'était juste mon petit passage mauvaise foi et théorie du complot. Ouais, enfin après, tout ce qui est de comics qui paraissent régulièrement machin avec des histoires suivies machin, bon voilà, ça va un petit peu dans la même idée, parce que cette revue, la papier, elle a pas un traitement de fond particulier, il y a pas de choses qui sont très journalistiques, contrairement à la revue dessinée. On n'est quand même pas du tout dans le même registre, on cible pas forcément le même public, ou en tout cas le même niveau d'attention du public. Voilà, on cherche pas la même chose. Ouais, tout le monde en papier, ça me fait penser un peu à du, je sais pas si c'est être mal pris, mais du pif, quoi. Pour moi, le format, non, mais oui. Oula, non. C'est pour ça que je veux pas que ça soit mal interprété. Dans Pif, c'est Corto Maltese. Hein. Ouais, mais voilà. Pour moi, Pif, c'était la lecture. C'était le petit bouquin que tu prenais pour le lire partout. Mais on n'a pas de gadget là. Oui, il y a pas de gadget. Mais dans les petits journaux de Pif, quand c'était un petit format, il y avait pas de gadget non plus. Mais dans Pif et Hercule par exemple. Mais voilà, pour moi, papier, c'est vraiment le petit bouquin que tu vas trimballer partout avec toi. Tu vas l'amener dans le bus, tu vas l'amener dans les chiottes. La revue bande dessinée, c'est le bouquin que je lirais un petit peu plus tranquille, posé, pour pouvoir bien prendre le temps de m'imprégner du. Oui, puis c'est des sujets parfois où il faut un peu réfléchir. Voilà. Réfléchir en le lisant. Quand tu prends le truc d'économie de Keynes, c'est un peu épais, quoi. De toute façon, on reparlera un peu de ces revues. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion sûrement de reparler un peu de Arg parce que ils sont marseillais. À Marseille, ils sont pas loin de chez nous, voilà. Et puis qu'un des rédacteurs en chef s'appelle Pierrick, c'est un fort joli prénom. Oui, c'est tout. La porte, c'est au fond à gauche. Bon, on espère que nous, en tout cas, vous avez apprécié ça. Vous pouvez laisser des commentaires sur Twitter, @OEC Live, ou sur le chat, ou sur les commentaires de l'article quand il sera en ligne. On y reviendra, et là maintenant on va repartir un peu dans la prise de tête avec Com qui va nous parler de la définition de la bande dessinée. Juste avant, un petit truc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le chat pour que vous ayez le lien pour accéder directement sur gribouillon.fr au petit dessin très mignon, très sympathique de bienvenue de la part de Randall Flagg. Ou sinon sur Twitter aussi. Oui, merci Randall Flagg. Carte blanche à Com. Bonjour Com. Salut. Alors comme tu reviens pour nous faire une petite série de chroniques sur la théorie de la bande dessinée, et on va commencer un peu par le début, on va se demander la définition de la bande dessinée, mais qu'est-ce que la bande dessinée ? Et oui, c'est effectivement c'est la grande question. Alors toutes ces questions sont liées et faut bien commencer par un bout, donc commençons par ça. Alors déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous on appelle ça bande dessinée, nous les Français, mais le premier problème c'est que la bande dessinée, c'est un truc qui est international, protéiforme, tout ce que tu veux, et que donc il y a une appellation par pays. Alors on connaît en général les plus répandus, notamment comics, l'appellation américaine, manga qui est plutôt japonais, et puis je dirais qu'en numéro 3, il y a en général Fumetto qui est le terme italien pour la bande dessinée. Et on a les manhwa, les manhua qui sont arrivés il y a peu. Alors ça je connais pas, tu vois. Donc, c'est les Coréens, je ne sais plus quel pays. Ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. D'accord. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que déjà rien qu'au niveau du nom, ça révèle un petit peu, la vision en tout cas d'origine, puisque maintenant ça a peut-être un peu changé, mais qu'avait chaque pays sur ce médium. Donc par exemple comics, ça vient du terme comic, donc rigolo. Ça sous-entend que c'est forcément humoristique, alors que je suppose que j'apprends pas à tes auditeurs qu'il y a aussi des bandes dessinées américaines qui sont pas très rigolotes. Moi je me suis poilé en lisant Watchmen. Qu'est-ce que c'est drôle.
En plus, ce qui est marrant, justement, c'est le cas de le dire, c'est que maintenant, comics, ça désigne plus des trucs de super-héros qui sont pas forcément humoristiques. De la même manière, manga, alors je parle pas japonais, mais d'après ce que je me suis laissé entendre, ça peut se traduire par images divertissantes ou encore dessins non aboutis. Donc ça en dit long, encore une fois, sur les préjugés liés à ça. Moi, la traduction que j'avais, c'était image dérisoire. Ah bah voilà, ça c'est pas mal parce que c'est un peu des deux en fait. Donc encore une fois, c'est un truc, bon, c'est pas très sérieux tout ça quoi. Et bon, bande dessinée, il y a un petit peu moins de connotation, même s'il y a la question de la bande sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis fumetto en italien, c'est le terme pour désigner ce qu'on appelle nous la bulle. Donc pour les paroles des personnages. Et ça c'est aussi intéressant parce que là encore, j'apprends rien à personne en disant qu'il y a des bandes dessinées qui sont muettes. Et que la bulle est arrivée tardivement dans la BD. La bulle est arrivée tardivement et que donc voilà, ça fait partie justement des questions qu'on va se poser, c'est-à-dire finalement, outre ces différences de termes, qu'est-ce qui définit de manière, on va dire, la plus basique possible une bande dessinée? Alors, je vous le dis tout de suite, je vais pas vous apporter la sainte parole en vous disant c'est ça, et voilà, fin de l'intervention. C'est bien sûr, ça fait... je pense que c'est un débat qui est court, pas depuis la naissance de la bande dessinée, mais depuis qu'on a commencé à s'intéresser comme ça. De toute façon, personne ne sait quand est née la bande dessinée. Ah oui, alors ce sera peut-être l'objet d'une autre intervention, mais oui, tout à fait. Et en fait, en gros, chaque chercheur un petit peu a sa définition. C'est le genre de truc qui fait pas mal débat. Et alors, attends, j'essaye de te retrouver parce que j'avais noté dans un coin quelques définitions. Je retrouve pas, mais peu importe. Voilà, l'idée c'est que on n'arrive pas trop à se mettre d'accord entre chercheurs. Et chacun dit, et puis ça évolue aussi avec le temps. C'est-à-dire que par exemple, il y a un critique assez célèbre aux États-Unis qui s'appelle David Kunzel, qui a écrit, on va dire, le premier gros ouvrage de référence aux États-Unis qui s'appelle The Early Comic Strip. Et dans cet ouvrage, il dit, voilà, pour moi, pour qu'on puisse qualifier quelque chose de bande dessinée, il y a 4 conditions. 1, ça doit être une séquence d'images séparées. 2, il doit y avoir une prépondérance de l'image sur le texte. 3, la bande dessinée doit être conçue pour la reproduction et apparaître sur un support imprimé. Et 4, la séquence doit raconter une histoire à la fois morale et actuelle. Ouais, pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bandes dessinées que je lis qui n'en sont pas, selon moi. C'est ça. Outre les questions de morale, etc., rien que le point 3, tu vois, aujourd'hui, avec la bande dessinée numérique, ça pose des vraies questions. C'est-à-dire, est-ce que la bande dessinée, c'est forcément un truc imprimé? Est-ce que ça peut être sur un écran? Et si oui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, par exemple, une bande dessinée sur un iPhone, on a ça un petit peu, je crois que c'est Trondheim notamment qui s'est un petit peu aventuré dans le domaine en faisant des bandes dessinées où en fait t'as une case à la fois vu que l'écran est tout petit et que tu fais défiler comme ça les cases une par une. Oui, et puis populairement par rapport à cette définition, pour la plupart des gens, quand on va voir le dessin en une case avec une bulle dessus, pour la plupart des gens, ça va être de la BD. Et voilà, et ça c'est vraiment le point centrale, on va dire, de la question, parce que il y a vraiment, je vais pas dire une guerre des critiques, mais disons qu'il y a beaucoup de débats sur justement à partir de quand, tu vois, quel est le truc minimum pour qu'on puisse qualifier quelque chose de bande dessinée. Et effectivement, comme tu viens de le dire, ce qu'on appelle en fait le cartoon, c'est-à-dire ces images uniques où il va y avoir juste une bulle, ou alors tu vois ça pas mal dans les journaux, une image avec une légende en dessous, c'est le New York Times qui fait ça beaucoup. Est-ce que c'est de la bande dessinée? Est-ce que c'est juste un truc qui s'appellerait genre, je sais pas, dessin humoristique, tu vois? Et ça, la question est pas tranchée. Moi j'ai mon opinion là-dessus, mais peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, en fait, il y a tout un tas de critères comme ça. À chaque fois, on se dit bon, est-ce que ça définit ou pas la bande dessinée? Donc, le coup de image isolée ou pas, c'est une des grosses questions. La deuxième grosse question, je pense, ce serait la question du texte, puisque ce qu'on dit en général, c'est une bande dessinée, c'est facile, c'est une image où il y a à la fois du texte et du dessin, et c'est l'alliance des deux qui fait avancer l'histoire.
il y a beaucoup de chercheurs et d'auteurs qui prennent cette définition-là. Je crois que notamment Will Eisner, qui est un des premiers auteurs de bande dessinée à avoir publié comme ça un ouvrage où il réfléchissait un petit peu sur la question. On en avait parlé, je crois, la dernière fois. Oui. Il me semble que lui, il définit ça plus ou moins comme ça, et dire mais c'est formidable cette alchimie de texte et de dessin qui permet comme ça une narration extraordinaire, etc. Certes, mais dans ce cas, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de la bande dessinée muette? Et ça, c'est une vraie question, d'autant plus que il y a pas mal de bandes dessinées, notamment dans les années 20, les années 30, qui étaient entièrement muettes. C'est le cas alors, est-ce qu'on peut par exemple parler de bande dessinée? C'est une vraie question, mais c'est le cas notamment de tout ce qui se faisait en gravure sur bois. Des suites d'images en gravure sur bois ou des suites de gravures comme ça. Donc en général, il n'y avait pas de texte. Et pourtant, c'est quand même considéré comme pas mal de chercheurs comme des espèces de soit comme des bandes dessinées, soit comme des ancêtres à la bande dessinée. Mais dans le point commun de toutes les formes de BD dont tu parles pour le moment, hein, ça reste la narration. Est-ce que justement, ce ne serait pas une image qui a un objectif de narration? Eh bien, justement, non, parce que il existe également des bandes dessinées abstraites. Il y a un ouvrage qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Abstract Comics. D'Andrei Molotiu, je crois. Enfin, je pourrais te repréciser les références. Et il y a un site web qui est attaché où il y a pas mal d'exemples de bandes dessinées abstraites. Il y a d'ailleurs des gens très célèbres qui ont fait des bandes dessinées abstraites. Crumb en a fait pas mal, par exemple. Robert Crumb. Et là, il n'y a plus vraiment de questions de narration. C'est vraiment plus d'espèces de représentation. Donc ça, c'est une autre grosse question. C'est est-ce que la bande dessinée doit forcément raconter quelque chose ou est-ce qu'elle peut se contenter d'être une suite d'images et d'être des illustrations ou quelque chose de joli comme ça. Et ce qui est intéressant dans le cas de la bande dessinée abstraite, si vous allez voir un petit peu des exemples, je pense que rien qu'en tapant Abstract Comics sur Google, il doit y avoir des exemples, c'est qu'on voit que en fait, pourquoi on reconnaît que c'est de la bande dessinée? Parce que ça emprunte des codes comme par exemple une page divisée en cases, des espèces de formes de bulles mais qui sont pas vraiment des bulles mais qui imitent la forme de la bulle, etc. Donc ce qui est marrant, c'est de voir en fait que ce genre de bande dessinée là, on les reconnaît comme bande dessinée à cause de ce genre d'attributs qui eux-mêmes ne définissent pas la bande dessinée. Je sais pas si mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait cette bande dessinée qui ne raconte pas est reconnue comme une bande dessinée parce qu'elle détourne des codes de narration. Et voilà, et ben c'est exactement ça. Donc et là tu vois, on commence à rentrer dans des trucs un peu complexes, mais c'est là que tu vois à quel point c'est des questions non seulement très complexes, mais également un petit peu insolubles. Alors cela dit, il y a quand même plus ou moins des compromis. Il n'y a pas on va dire d'accord parfait, mais il y a des compromis sur la question. Moi personnellement, je me range de l'école alors c'est des gens dont j'avais parlé la dernière fois, notamment Scott McCloud et Thierry Grunstein, qui eux, pour eux, le truc majeur, c'est la séquentialité. C'est-à-dire considérer que on a une bande dessinée à partir du moment où il y a deux images qui se suivent au niveau du récit ou de ce que tu veux, comment tu veux l'appeler. Le problème, effectivement, c'est que c'est quand même un choix de retenir cette définition. Ça écarte ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le cartoon, par exemple. Et puis ça intègre aussi quelque chose comme le film La Jetée de Chris Marker. Qui est une succession d'images. Tout à fait. Pour moi, il y a une question j'aurais tendance à rajouter dans la définition une question de temporalité gérée par le lecteur. Alors, juste pour revenir sur ce que je disais sur Chris Marker, il y a aussi effectivement à côté de ça le problème du roman photo, puisque c'est un genre qui aujourd'hui existe plus trop, à part peut-être dans les magazines genre Nous Deux, etc., mais qui a eu quand même sa petite heure de gloire. Et en fait, c'est exactement la même chose. Un roman photo, c'est une suite de photos qui raconte une histoire. D'ailleurs, t'as souvent des bulles, etc. C'est de la bande dessinée pour moi. Mais... Et ben voilà. Alors le problème, c'est que tu vois, quand on dit bande dessinée en français, il y a deux choses. La première, c'est la bande, alors que les bandes dessinées ne sont pas forcément, c'est pas forcément des suites d'images organisées en bande. Et puis, si tu dis le roman photo est une bande dessinée, il y a un petit problème parce que c'est pas dessiné. Donc, on est dans la représentation. Après, c'est vrai que je pense que les termes qu'on utilise pour définir, pour nommer, ne sont pas forcément justes parce qu'ils sont forcément limités dans ce qu'ils représentent.
Voilà, non mais c'est en fait là on est vraiment on tourne autour du pot parce que c'est pour ça que le problème est insoluble, c'est parce qu'en fait quelle que soit la définition que tu donnes, il y aura toujours un contre-exemple. Et ça c'est parce que la bande dessinée comme beaucoup de choses, comme la littérature, comme toutes ces formes comme ça, comme même la peinture, tout ça, c'est les formes qui cherchent toujours à dépasser leurs propres frontières. C'est-à-dire t'as souvent des auteurs, on va lui dire ah mais alors la peinture c'est comme ça, le roman c'est comme ça, ils vont dire ah bon bah si c'est comme ça, moi je vais faire un truc et à vous de vous démerder pour savoir si c'est du roman ou pas, si c'est de la bande dessinée ou pas, etc. Et bon bah c'est très bien parce que ça permet de considérer qu'il y a de plus en plus de choses qui sont possibles à faire, par exemple en bande dessinée, mais ça donne des grosses migraines aux chercheurs qui disent oui mais alors comment est-ce qu'on peut appeler ça, c'est quoi le critère absolu? Et bon le critère absolu il y en a pas vraiment quoi. Mais ça doit être galère, parce que le principe du chercheur, c'est quand même de baser sur des éléments qui sont clairement définis au départ. Et oui, tout à fait. Et en fait, du coup, souvent quand tu lis des ouvrages universitaires ou théoriques sur la question, malheureusement, c'est rare qu'on puisse faire l'économie d'un passage où on dit alors, je rappelle que la bande dessinée, personne sait vraiment ce que c'est, mais pour moi, c'est tel truc. Mais après, c'est un problème qui est global, c'est-à-dire que moi je me suis un peu, comme j'ai travaillé un petit peu sur la littérature, juste pour en dire deux mots parce que c'est un peu hors sujet, mais la définition du terme littérature, c'est aussi un truc sur lequel il y a pas vraiment de consensus. Et bon, c'est quand même une forme qui existe depuis maintenant 4-5 siècles. Alors dis-toi que si en 4-5 siècles on n'a pas trouvé de définition claire à ce qu'est la littérature, je pense que pour la bande dessinée, il va falloir attendre encore un petit moment. Ceux qui ont de la chance, c'est les gens qui font du cinéma, vu que c'est lié à la technologie, c'est beaucoup plus facile à dater et à expliquer. Et oui, tout à fait. Le truc c'est qu'après la bande dessinée, c'est aussi lié à la technologie en un sens. On en parlera peut-être quand on parlera de la naissance de la bande dessinée. Mais le problème c'est que c'est une forme qui évolue. Je disais tout à l'heure, il y a la bande dessinée numérique qui remet beaucoup en question justement ce genre de choses. Est-ce que c'est encore de la bande dessinée quand on a une seule image sur son téléphone ou quand on a des images animées? Je sais plus quel est le terme, mais il y a pas mal de blogueurs BD qui font ça maintenant. Il y a une espèce de... Le turbomédia. Voilà, c'est ça, le turbomédia, donc une espèce de série de GIFs ou d'images animées, mais qui sont agencées comme une bande dessinée en fait. Donc, en général, ça travaille sur des séquences d'animation très très courtes. Ce sont des petites boucles d'animation justement pour que ce soit le lecteur qui conserve la vitesse de lecture. En fait. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Mais là, alors là, on rentre vraiment sur une terra incognita. C'est est-ce que la bande dessinée, c'est forcément une image fixe? Enfin, c'est des trucs, tu vois. Est-ce que c'est encore de la bande dessinée? Est-ce que c'est un mix entre bande dessinée et animation ou je sais pas quoi? Et à mon avis, c'est des questions qu'on n'a pas fini de se poser parce que forcément, qui dit, comme tu disais pour le cinéma, qui dit avancée technologique, dit nouvelle forme et voilà. Donc en gros, pour résumer, la bande dessinée, si on devait la définir, ça dépend de la personne qui la lit. C'est ça. Mais c'est ça qui est très fort, c'est qu'en fait, en général, tu ouvres une bande dessinée, tu dis ok, c'est de la bande dessinée, et je me pose même pas la question, quoi. Finalement, c'est très instinctif. Et il y a que dans quelques cas de bande dessinée super bizarre où tu te dis ah oui mais alors là qu'est-ce que j'ai encore donc ouais c'est dans les yeux de celui qui la lit, ça peut être aussi dans les yeux de celui qui la vend, comment tu commercialises le truc. On parlera peut-être dans une autre fois si on a le temps du cas du roman graphique qui est également une question très épineuse, mais voilà, je pense qu'il y a autant de définitions et de types de bande dessinée qu'il y a de lecteurs, quoi. Ok, on laissera à nos auditeurs le soin de se faire leur propre définition en se basant sur un peu tout ce que tu viens de nous raconter. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ? Eh bien, écoute, à peu près aux mêmes endroits que la dernière fois, c'est-à-dire, alors sur le podcast Radio Rollist, mais beaucoup moins maintenant parce que cette année je vais pas beaucoup y intervenir. Et sinon, ma foi, sur les cercles universitaires, pour ceux qui en font partie. On peut trouver de mes traces un petit peu. Et on peut aussi te retrouver sur Twitter. Oui, tout à fait. À l'adresse vas-y, dis-le. Alors Emojk, donc EMOJK sur Twitter, ouais. Merci beaucoup et puis on se retrouve très bientôt pour continuer à s'interroger sur la théorie de la bande dessinée. Ciao. À bientôt. Online. Eh bien, on retrouvera comme normalement le mois prochain, qui nous reparlera de la naissance de la bande dessinée.
Et là, pour le online, je veux revenir, vu qu'on est un peu dans la thématique des revues, sur Professeur Cyclope, qui a déjà maintenant 6 mois, donc 6 numéros. Joyeux anniversaire! 6 numéros qui sont parus. Et on a un peu voir comment avait évolué cette revue en ligne, comment est-ce que ça fonctionne, et ce qu'on peut y voir comme sujet. Déjà, on peut savoir qu'il y a déjà certaines histoires qui ont été publiées. Par exemple, il y a Tyler Cross de Nuri et Bruno qui est maintenant disponible en album en couleur, qui donc a été entièrement prépublié en noir et blanc dans la revue. On a toujours des petits strips en turbomédia, du strip plus ou moins délire, des histoires très variées. Je voulais juste te dire que Professeur Cyclope, franchement, c'est une revue super intéressante qui évolue de façon très très sympathique. Je prends un grand plaisir à la lire. Il y a une petite rubrique écrite qui s'appelle je sais plus, l'œil du Cyclope ou un truc comme ça, où il s'intéresse, où là il y a un peu plus de texte et où Fabien Wellman s'amuse à retranscrire des anecdotes érotiques qu'on lui a racontées, qui sont assez délicieuses et assez drôles. Un contenu vraiment très varié et très riche pour le prix que ça coûte, je m'en souviens plus, mais franchement je regrette pas de m'être abonné à Professeur Cyclope et je renouvellerai mon abonnement dès qu'il arrivera à son terme. Donc voilà, Professeur Cyclope, c'est bon, mangez-en. C'est très varié, il y a de l'aventure, il y a de l'humour, il y a de l'action, dans un format qui utilise vraiment bien le côté web, qui marche très très bien en lecture sur tablette, même si des fois ça merde un petit peu sur ma tablette Android, mais qu'on peut aussi lire sur un écran normal. Voilà. Professeur Cyclope, c'est bon, mangez-en. Je suis avec David Servenet, cofondateur. Il s'est raté. Travail sérieux, une entente parfaite sur la base de l'amour, très honnête. Le professeur Isaac va vous raconter sa vie. Elle est belle, ma chronique, elle est belle. Et puis il a plein de choses à raconter. Alors, docteur Isaac, qu'est-ce que nous ont raconté nos gentils commentateurs sur notre site lavoixdesbulles.fr? Alors plein de choses trop bien. Alors déjà j'aimerais remercier un nouveau venu sur les commentaires, à savoir Keyang, qui nous a même laissé un petit commentaire sur le numéro 83, donc il revient sur la partie jeux de rôle et bande dessinée. Et où il nous a laissé une petite interrogation: est-ce que quelqu'un connaît les webcomics DM of the Rings et Darth and Droids, qui traitent d'un côté le Seigneur des Anneaux, de l'autre côté Star Wars, avec comme petit principe de transférer les scénarios sur des parties de jeux de rôle. Mais en gros, on a des images extraites du film et tous les dialogues, c'est comme si c'était des parties de jeux de rôle. Alors, j'avais déjà parlé de GM of the Rings, le meneur des anneaux, dans notre épisode numéro 4. Ça remonte super loin, qui avait en plus une traduction pas mal foutue parce que qui mettait pas mal de références un peu à notre culture perso, des références à Camelot au milieu, etc. Et effectivement, le Darth Android fait bien envie, mais bon, il y a 950 planches à l'heure actuelle. Il a démarré de l'épisode 1 et ils viennent de démarrer, là ils sont sur l'Empire contre-attaque, je crois, à l'heure actuelle. Mais c'est surtout, il explique pourquoi il y a Jar Jar Binks. Parce qu'en fait, il y a la petite sœur du MJ qui voulait venir jouer, alors elle a créé son perso, tu vois. Et c'est Jar Jar Binks. Il est trop kiki, il a des grandes oreilles. Donc ouais, non, franchement, c'est très sympa à lire, ça vaut le coup. Donc allez voir les commentaires, il y a des liens pour aller jeter un petit œil à ça. On passe au numéro 84. Donc globalement, le thème de Luc Bapo a été bien accueilli, on a recueilli tout au suffrage, donc merci, c'est cool. À l'exception notable des élèves de seconde de Monsieur P. Qui, eux, ont failli décéder d'endormissement profond. Monsieur P m'a d'ailleurs directement menacé, le terme n'est pas trop fort, il m'a menacé de donner mes coordonnées, qu'il n'a pas, à ses élèves. Une seule chose constructive à répondre à cette vaine tentative d'estocade: même pas peur, viendez. Oh. J'attends de voir ça. C'est grand, les secondes. T'as pas l'habitude, hein. Alors en fait, il est informaticien, il a tracé ton IP, il sait où tu habites, et demain matin, ils sont tous là, quoi. Ouais, mais enfin, passer les détails de ma Freebox, mais c'est pas gagné qu'il arrive jusqu'à moi.
Mis à part cela, il nous a fourni un lien très intéressant sur l'UNAPO, contraction d'Onapratu et Ubapo. Donc allez-y, allez jeter un œil, c'est très sympa. On passe au numéro 85, et alors là, donc après les remarques très positives sur l'Ubapo, on tombe carrément dans un énorme hurrah général pour le choix de la jeunesse de Picsou. On sent que ça a touché un petit peu la fibre sensible des auditeurs. Donc je pense parler un peu en notre nom à tous en disant que ça nous touche nous aussi, forcément, que ça fasse écho chez vous, donc tant mieux, c'est un petit peu le but. Toturi nous a largement gâté en proposant tout d'abord une petite anecdote sur le duck caché en début de chaque chapitre, Pied. Oui, une anecdote que je connaissais mais que j'avais pas donnée. Tu peux y aller, c'est une belle anecdote. Non, je ne raconterai pas, comme ça vous incitera à aller jeter un œil aux commentaires, épisode 85. Ouais, mais comme j'y vais jamais, si tu peux le raconter, c'est marrant. Duck DUCK, ça veut dire quelque chose de particulier, ça a un sens. Ouais, et je veux pas le dire, je veux que vous alliez voir. Oh là là, le salut. Ouais, je fais du teasing. Et puis il nous a donné également tout un tas de liens très sympathiques à aller voir, donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous dis rien. Allez-y, vraiment ça vaut le coup. Donc ils ont aussi bien Toturi que Lunch pu rencontrer Don Rosa. Ils nous parlent de leur petit ressenti très positif sur ce que dégage l'auteur. Voilà, donc voilà. Merci pour toutes ces infos et courez-y vite. Pour vous permettre de procurer d'ailleurs tous ces tomes quelque peu onéreux de la jeunesse de Picsou, Keyang nous propose sa petite solution maison, un grand classique mais qui marche toujours, dire qu'on fait des cadeaux à ses enfants. Et effectivement, ça permet de faire passer l'addition auprès de nos gentilles compagnes qui sont si patientes. Attends que les nôtres sachent lire. Ouais, je vais te dire, à 15 mois, là, c'est un peu chaud encore. Appelle ça un investissement. Mais par contre, je peux l'offrir à ma femme. Je l'offre à ma femme, ça peut marcher aussi. Ouais. Allez, tu nous diras si ça marche. Toujours dans la série. BD, ça fonctionne, mais pas. Tiens, chérie, je t'offre des canards. Toujours dans la série. Le magasin sexuel, c'était ça, non? Et son porte-monnaie, il pousse cette fois un mini coup de gueule contre le coup monstrueux, selon lui, pour arriver à suivre l'univers Batman, notamment en VO. D'autant plus que l'intérêt des arcs, et notamment du dernier, est selon lui assez discutable. Donc, bon, c'est pas faux. Nous, comme on vous l'a dit, on aime bien, mais c'est vrai que le fait d'avoir tout réuni chez Urban... c'est assez pratique. Voilà, ça coûte pas si cher que ça. Il revient dessus justement en disant que Urban qui arrive effectivement à compulser un petit peu tout ça, ça limite la casse. Pour une fois qu'on a de l'intérêt à lire de la VF. Mais sur la VO, le système qu'ils avaient mis en place avec les tablettes, ça ne fonctionne pas... C'est moins onéreux quand même, non, je crois, chez DC. Chez DC, oui, mais tu as accès qu'aux vieux arcs, donc pas c'est forcément pas les plus récents. voilà, et les récents, tu les payes pas beaucoup moins cher que le papier, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, j'en dis peut-être. Bon, malgré tout ça, visiblement notre présentation de la chose n'est peut-être pas si mauvaise que ça, puisque Lunch il nous avoue que même s'il n'est pas forcément très intéressé par la partie comique, c'est pas trop sa cam. Il s'est pas ennuyé pour autant nous écoutant. Attention quand même à ne pas trop en mettre. C'est vrai que dans les derniers Express, on est encore aujourd'hui avec du Batman, du Marvel Knights. Il y a que 75% de comics, donc voilà, il faut qu'on arrive à 50. On y travaille. Voilà. Après, c'est vrai que peut-être qu'on diluera peut-être un petit peu la chose. Faut qu'on parle plus de manga. Matt Manga, si tu nous écoutes, reviens. Donc voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas à laisser encore des commentaires et notamment tout un tas de liens comme vous l'avez si bien fait sur ce numéro 85. Encore merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous encourage à venir nous écouter en live. Les diffusions, c'est le 2e et le dernier jeudi du mois sur Synops Live. Faites un tour. J'ai un bug avec mes sorties de jingle. Ouais. Ça me fait penser à un vieil épisode de Friends avec Ross qui ressortait son vieux synthé qui balançait ses super musique, ses vieux jingles à base de bruit d'hélicoptère et de moto. Les jingles veulent sortir à l'envers. Donc là, tu vois, je viens de balancer le tapis pour montrer qu'on arrive près de la fin de l'émission. Donc, faites un tour sur la chatroom quand on fait les lives, c'est super intéressant. Là, Dugraph, en plus, nous a donné pas mal de compléments sur l'histoire de la bande dessinée, assez intéressant. Et puis en plus, il y a une bonne ambiance bien sympathique. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site. Cet épisode sera en ligne assez rapidement, j'espère, d'ici dimanche. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez me suivre sur Twitter. #Ross via Friends. OneApier. Thio, c'est Oberon370. Ti est un rebelle, il n'est pas sur Twitter. Ouais. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez de notre émission, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On accepte toutes les critiques, mais ce qui ne nous empêchera pas de vous poutrer la face si vraiment vous êtes super méchants. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.